Voilà, chers amis, bonjour et merci d'être venus. Bienvenue à chacune et chacun. Pour les fidèles, et qui sont nombreux, et pour ceux qui viennent pour la première fois. Voilà. Donc on se réunit dans cette belle salle tous les mois avec des sujets divers et variés. Et aujourd'hui, eh bien, c'est sur le frelon asiatique en sous-titre. Eh bien, c'est nos espoirs d'éradication se sont envolés. Voilà. Bon. Alors, on va garder le moral. Donc, bienvenue. Alors, nous accueillons notre conférencier Denis Thierry, qui est ancien directeur de recherche de l'INRAE à Villeneuve, voilà. Et donc, il était aussi ancien directeur de l'UMR, l'unité mixte de recherche, santé et agroécologie du vignoble de l'INRAE, Bordeaux-Aquitaine. Eh bien, bienvenue à toi, cher Denis. Et nous sommes très heureux de t'accueillir pour la deuxième fois à Culture et Société. Il y a déjà 3 ans, figurez-vous, qu'on t'accueillait le 13 mai, pile. 13 mai, hein, en quelques jours près, on aurait gagné le... Et tu nous avais donc parlé du frelon asiatique chant sous menace. Alors, il y avait comme un petit air d'optimisme dans ce titre, mais dans celui d'aujourd'hui, alors c'est pas un petit, mais c'est un gros air de pessimisme. Bon, on va quand même garder le moral. Alors, que s'est-il passé depuis 3 ans en Gironde, dans l'ensemble de la région Nouvelle-Aquitaine, grande comme le Portugal, et puis sur l'ensemble de la France, et voire ailleurs. Alors, ton domaine de compétence est l'écologie expérimentale, l'écologie comportementale, la communication chimique, la physiologie sensorielle, olfaction et gustation. Et tu considères que tu as eu un itinéraire chanceux, c'est ce que tu m'avais dit il y a 3 ans. Tu vois, je n'ai pas oublié. Et en effet, tu as côtoyé au cours de ta longue carrière de formation universitaire les pontes de l'écologie, à commencer par Vincent Labeyrie, fondateur de l'Institut de recherche sur la biologie de l'insecte à l'université de Tours. Et ce même Vincent, eh bien, était c'était un grand scientifique, ancien résistant. Aussi, hein. Comment ? Il est passé à Bordeaux aussi. Ah, il est passé à Bordeaux, ouais. D'accord. Ancien résistant, il fut un des précurseurs de l'écologie politique avec René Dumont, candidat écologiste au présidentiel de 1974. Les jeunes comme moi se rappellent, n'est-ce pas ? Voilà. Alors, mais revenons à ton parcours, car c'est toi notre invité. Hein, ton travail de thèse portait sur le comportement des larves néonates de bruche du haricot. Et c'était donc Vincent Labeyrie qui était ton directeur de thèse. Alors, tu soutiens ton doctorat en 82, et puis après, eh bien, tu as fait comme tout le monde un séjour postdoctoral de 3 ans à l'université de Wageningen aux Pays-Bas. Et puis tu collaboreras là avec tous les grands noms de la science des insectes de l'époque. Et en 85, tu es recruté comme chargé de recherche à l'INRA en neurobiologie des insectes, mais à Bures-sur-Yvette. Bures-sur-Yvette à côté de Gif, près de l'université d'Orsay et près du plateau de Saclay. Belle région. Et puis en 97, eh bien, tu as atterri à Bordeaux, à Villeneuve-d'Ornon, voilà. Et c'est là que tu développas la majorité de ta production scientifique sur les insectes ravageurs de la vigne et leur biocontrôle, confusion sexuelle par phéromones, lutte biologique par ennemis naturels. Et puis en 2007, te voilà nommé pour 8 ans directeur d'unité de l'UMR SAV, toujours à l'INRA de Villeneuve-d'Ornon. Et tu fis évoluer cette unité vers l'agroécologie de vignoble. Et puis notre DG des affaires scientifiques de l'INRA, eh bien, t'a soutenu, t'a donné pleinement son accord
et on a d'ailleurs accueilli 2 fois ici, Olivier Le Gall. Et puis tu lanças des travaux, en plus de la vigne, sur le frelon asiatique, avec comme recommandation, l'INRAE Bordeaux ne peut rester inactif devant l'intrus des vallées et montagnes sino-indiennes et indonésiennes qui s'est déjà installée à Tonens en 2003. Voilà. Alors, c'était bien une catastrophe. Donc, nos 2 DG, bien, t'ont donné leur accord, leur feu vert, mais avec une condition, c'est qu'il ne fallait pas trop demander de crédit et pas trop de postes non plus. Voilà. Alors, ça c'est la maison INRA, très sympa, vous pouvez tout faire, mais vous ne demandez pas grand-chose, c'est comme mon grand-père. Depuis, avec tes équipes, vous êtes quand même parvenu à être un des groupes ayant le plus grand nombre de publications sur le frelon asiatique. Alors l'invasion de l'intrus te rappela la mise en garde écrite en 1975 par un des grands spécialistes du frelon, Spratberry, néo-zélandais, qui disait « Ne laissez jamais une fondatrice de frelons entrer sur un territoire ». Alors, arrivé en 2003, comme je disais, eh bien, cette hôte venue d'Asie s'étend aujourd'hui sur l'ensemble du territoire français. Voilà. Alors, grâce à ton impressionnante activité scientifique, tu es quand même reconnu par tous les scientifiques comme étant un des grands spécialistes des hyménoptères. Et en un mot, un ponte des sciences des insectes, hein, tu acceptes quand même ce titre, hein, ça va. Et puis en 2016, eh bien, l'Académie d'agriculture de France te décerna la médaille d'or, récompense. Qui est en plomb, hein. Comment? Qui est en plomb doré. Qui est en plomb. Tu casses tout. On a l'agriculture qu'on mérite, hein, mais bon. Bon, ben, récompense ô combien mérité, bon, voilà. Alors maintenant, cher Denis, eh bien, je te laisse sans plus tarder la parole pour nous parler du Vespa velutina, plus connu sous le nom de frelon asiatique. On peut l'applaudir pour lui souhaiter la bienvenue. Voilà, 1 heure, ça va? Ouais. Allez. Bah, merci Mustapha. Oui. J'espère que c'est pas une nécrologie ce que tu as prononcé là. Bah non. Non, je blague. C'est toujours un plaisir, on se connaît depuis longtemps avec Mustapha, et de venir participer aux exposés de culture et société. Vous entendez là? Ah bah c'est peut-être le micro qui fonctionne pas bien. Ça a l'air pourtant, mais il faut que je parle plus. Allez. Si je parle plus près, ça va. Allez, on va mettre les deux. Ah bon? J'ai plus rien à dire pour le moment. Bon, ça va aller là? Non? Allô? Je vais essayer de parler fort. Ah oui. Ça va mieux là? Non. Alors, tu as dit plein de choses. J'ai mis un sous-titre qui peut paraître pessimiste. Alors bon, l'optimisme et le pessimisme, chacun voit un peu midi à sa pendule. Sur ce qui se passe là sur le frelon asiatique, je fais partie des gens qui sont pessimistes depuis le début. Je pense qu'on a loupé pas mal de métros, pas mal de coches. On en parlera dans l'exposé parce que je pense que c'est important, ne serait-ce que pour réfléchir aux prochaines invasions biologiques. Mais en gros, ce qui s'est passé sur le frelon, c'est ce qui s'est passé sur d'autres invasions biologiques qu'on connaît bien, parce qu'en Aquitaine, quand même, on est une des places fortes des invasions biologiques en France. Hein. La grenouille taureau, l'écrevisse américaine, etc. Moustique tigre, il n'est pas chez nous, mais on l'a beaucoup. Et à chaque fois, on rejoue toujours un petit peu les mêmes scénarios. C'est-à-dire qu'on est dans un pays quand même qui est assez peu capable de prendre des décisions assez rapidement et de mettre en place des structures efficaces. Tu parlais de notre collègue Spratberry, qui est toujours vivant, qui est un type remarquable, un scientifique remarquable, et qui est, selon moi, le grand spécialiste des hyménoptères, des frelons, mais pas que, des guêpes aussi. Bon, maintenant, il ne produit plus beaucoup scientifiquement. Mais donc, il écrit en 1975 un livre qu'on trouve d'ailleurs sur Internet en accès libre, où il dit clairement,
Alors, entre parenthèses, il est néo-zélandais, ce qui n'est pas anodin, parce que néo-zélandais, australiens, anglais sont beaucoup plus efficaces que nous, aussi parce qu'ils sont sur des îles, ils ne sont pas sur des continents, même si l'île peut être très grande, ils sont très efficaces pour ne pas laisser rentrer un certain nombre d'invasions sur leur pays. Donc ils sont très sensibilisés à ça. Et en Nouvelle-Zélande, il y a maintenant une cellule avec des scientifiques qui pilotent un petit peu tout le contrôle des invasions biologiques pour éviter qu'il y ait des catastrophes. Donc catastrophe, eh ben, on en a une là, et puis maintenant on court derrière, hein, alors c'est un peu pour ça que je suis pessimiste. Donc on est il y a 22 ans. Qu'est-ce qui s'est passé il y a 22 ans? Je mettrai ça dans mon exposé, puis on en discutera, parce que là on est en train, au Sénat, ministère de l'Environnement qui décide de prendre conscience du problème, 22 ans après, alors qu'avant ils ne s'en sont jamais occupés, et qui décide de mettre en place un plan national. Alors vous verrez, avec 3 millions d'euros, qu'est-ce qu'on fait avec 3 millions d'euros? Rien du tout. Et puis surtout d'ameuter les médias, etc., etc. On va faire un plan national. Et ce plan national, finalement, la plupart des choses qui sont mises dedans, c'est exactement ce qu'on faisait en 2007 dans la Cube bordelaise. Donc en fait, rien de nouveau. Alors on ne peut pas sourire, on ne peut pas se moquer, c'est toujours mieux que rien de tenter des choses et d'essayer de rameuter l'opinion. Mais là, il y en a qui parlent même de proposer une loi. Alors en France, on aime bien faire des lois aussi. Encore une énième loi qui ne sera pas appliquée probablement, qui veut rendre obligatoire la destruction du frelon asiatique sur tout le territoire. Alors je suis remarqué que c'est déjà obligatoire depuis 2012, depuis qu'il est classé espèce nuisible catégorie 2, où normalement les préfets et les maires, qui sont les relais des préfets, doivent s'occuper de la lutte et l'organiser. Et on trouve toujours un certain nombre de préfectures et de mairies qui refusent de s'en occuper. Donc un préfet refuse d'appliquer une loi. Je sais pas, moi ça me perturbe, je fais partie de ces gens que ça perturbe, mais bon, voilà. Donc on va parler un petit peu de tout ça, et puis je vais essayer de... Ils disent qu'ils ne comprennent pas. Je parle fort pourtant là, mais bon. Ben oui. Essaye de monter le son du micro. Allô? Là, vous entendez mieux? Oui. Oui. Ok. Donc, je vais essayer de vous présenter plusieurs choses, d'avoir une vision un petit peu sur cette invasion biologique, qu'est-ce qu'elle peut nous donner comme leçon, et une réflexion un petit peu sociétale là-dessus. On va évidemment parler de la biologie de cette bête. Il y en a pas mal. Je veux dire, à chaque fois, on représente la biologie, elle n'a pas vraiment changé. Et les méthodes de lutte, elles n'ont pas vraiment changé non plus. Donc, ce que j'aimerais, c'est mettre un petit peu l'accent sur l'évolution de ce problème dans notre société, et essayer qu'on réfléchisse tous ensemble à la fin de l'exposé sur où on va et comment on va faire. Donc il y a 22 ans, il y a un frelon qui nous rentre par transport maritime. On sait parfaitement comment. On connaît son point de départ, vous voyez, et on connaît son point d'arrivée. Le point d'arrivée, c'est Villeneuve-sur-Lot, puisque c'est là qu'a été observé le premier nid par des apiculteurs qui ont vu les premiers dégâts devant leurs ruches, et qui chassaient les frelons qui venaient prédater leurs abeilles devant les ruches avec leurs raquettes de badminton. Ils ont tout de suite alarmé le Muséum national d'histoire naturelle. Selon moi, ils ne se sont pas forcément frappés à la bonne porte. Qui leur ont dit que ce n'était pas un frelon, qu'il n'y avait aucun problème, que de toute façon ça s'arrêterait tout seul, et que... voilà. Donc ils n'ont pas vraiment été crus. Donc on est passé d'un seul nid qui a été observé, qui a été photographié, etc. etc. L'année suivante, il devait y en avoir une vingtaine. Situation encore gérable. L'année suivante, il devait y en avoir 150 ou 200. Situation encore gérable au vu de ce qu'on fait actuellement en destruction de nids. Et puis après, c'est parti dans tous les sens. Donc ça a remonté le cours d'eau, ça a descendu le cours d'eau Garonne en partant vers le sud-ouest. Pourquoi il est parti dans cette direction? On ne sait pas trop, parce que sinon, suivant la Garonne, il fallait remonter vers les Pyrénées. Et puis, il y a probablement des fondatrices de frelons qui se sont fait embarquer dans des camions ou dans des transports routiers, puisqu'il y a une autre propagation qui part en suivant l'autoroute en direction de Montpellier, ensuite Marseille, ensuite le Pays niçois, et jusqu'à Milan et jusqu'à Venise. Donc, c'est assez clairement le suivi de l'autoroute qui remonte tout le nord de l'Italie. Donc ça s'est passé en l'espace de 4 ans. Et personne ne réagit. Alors, ni au niveau français, on peut critiquer la France, mais au niveau européen non plus.
Parce que bon, nos voisins, j'oserais dire amis, italiens, espagnols, au départ, ils se sont moqués un peu des Français qui faisaient rien, mais ils n'ont rien fait non plus. Faut pas non plus, voilà, ils n'ont pas été plus efficaces. Mais en tout cas, il n'y a aucune coordination européenne sur ce sujet. Alors, et c'est dommage, parce que si on revient à ce que disait Spratberry et tout, c'est que ça peut être catastrophique de laisser rentrer un frelon. On verra dans l'exposé qu'il y a seulement 24 espèces de frelons sur la planète. On connaît bien le frelon européen dans notre pays, qui ressemble au frelon asiatique, qui est plus jaune, qui est un poil plus gros, on va dire, qui lui est entré probablement, là encore par transport humain, au XVIIIe siècle, puisque Réaumur décrit le frelon européen dans un écrit qui est d'ailleurs remarquable à lire aussi, comment il construit son nid, etc. etc. Et donc ces frelons, ils sont tous invasifs, ils s'installent très vite, et ils ont un fonctionnement qui fait que, du fait que c'est un insecte social qui est très défensif au niveau de son nid, et qui est structuré en termes de nid, on parlera tout à l'heure de parallèle avec la chenille processionnaire du pin, parce que selon moi, il y a un parallèle avec tous ces insectes qui nidifient et qui ont un nid identifié, contrairement au moustique-tigre qui n'a pas de nid, qui est complètement diffus et qui n'est pas un insecte social. Et les insectes sociaux, ils ont des systèmes pour vaincre la consanguinité. Vous voyez ce que c'est que la consanguinité, la dérive génétique, là, on a une consanguinité qui est énorme, puisque c'est une seule femelle qui rentre, le travail génétique a été fait dessus, accouplée par 4 mâles. Et actuellement, en Europe, on est à plus d'1 million de colonies, c'est-à-dire vous avez 1 million de colonies qui viennent d'une seule reine. Donc tout le monde est cousin dans cette affaire-là et ça gêne personne. Il n'y a aucune stérilité qui est générée par cette consanguinité, même si au départ on avait des collègues scientifiques qui disaient la consanguinité va régler le problème et ça s'arrêtera tout seul. Bon, c'est facile de critiquer. On dit tous des bêtises autant qu'on est des fois. Donc voilà, des fois il y en a qui sont un petit peu grosses et il continue à y en avoir parce que là je regardais un petit peu la communication média qui se fait en 2026 là avec ces plans qui sont en train de se mettre en place. Je suis désolé, mais on est en train de rejouer sur Internet et puis dans des médias compagnon sur rue. On parlera de France Info, des choses comme ça, mais des inepties. Je comprends même pas qu'on puisse, qu'il n'y ait aucun contrôle scientifique là-dessus. Mais bon. Rappelons-nous quand même le Covid. Le Covid, il y a beaucoup d'inepties qui ont été dites quand même, et il n'y avait aucun contrôle scientifique non plus, et tout le monde laissait faire. Alors, en tout cas, ça coûte très cher à nos sociétés. Donc, je ne reviens pas sur la diapositive que vous avez à l'écran, là, des liens qui sont avérés avec les échanges commerciaux. Le nombre d'invasions biologiques, il est parfaitement corrélé avec les échanges commerciaux de l'être humain. Et le tourisme. Alors, le tourisme, c'est moins pour les animaux, mais par contre, pour les maladies des plantes, il y a énormément de maladies des plantes qui rentrent par des gens qui ramènent des plantes de vacances et des choses comme ça, un petit peu de terre. Et en France, hélas, on est un pays où il n'y a aucun système de quarantaine et aucun système de contrôle sur les portes d'entrée. Ça coûte très cher. Sur cette diapo-là, vous pouvez voir le rond rouge, qui sont les invasions biologiques. Alors, c'est très difficile à estimer, mais en tout cas, en milliards d'euros, c'est à peu près l'équivalent des événements. Alors, excusez-moi, il y a une partie, le graphique est en anglais, j'ai mis en français. C'est à peu près l'équivalent des gros événements climatiques. Donc, les coûts sont absolument énormes. Notre collègue et néanmoins ami Franck Courchamp a fait un exposé au Collège de France. Ils ont fait un travail qui est sympa. Ils ont pris les données des coûts. Alors les données des coûts, c'est difficile à voir. On en reparlera tout à l'heure. C'est difficile à savoir exactement combien coûte la lutte contre cet insecte et combien coûtent les effets qui sont induits. Néanmoins, ils ont essayé de faire ça. En tout cas, sur les espèces invasives, ils disent qu'à l'échelle de l'Hexagone, ça coûterait près de 40 millions d'euros par an d'Hexagone. Alors je vais tous faire le parallèle avec ce que coûte l'augmentation du prix de l'essence, etc. On en passe des meilleurs, mais enfin passons. C'est quand même des sommes qui ne sont pas négligeables. Et surtout, ce qu'il dit, c'est qu'ils n'ont pas traité toutes les données. S'ils avaient tout traité, on pourrait s'estimer à ce que ça soit 4 fois plus. Alors 4 fois plus, vous allez me dire, ça fait jamais que 160 millions d'euros. C'est pas non plus des milliards. Mais quand même, ça coûte beaucoup à la société. Et tout n'est pas compris dedans. Et en particulier, ça coûte... Ça coûte, on parlera tout à l'heure un petit peu du médical, mais nous en agriculture et dans l'environnement, on paye quand même, excusez l'expression, mais plein pot cette histoire, des invasions biologiques. Donc vous connaissez tous, alors je disais en Aquitaine, donc je me focalise uniquement sur l'Aquitaine, on connaît tous la processionnaire du pin, vous la voyez au milieu, vous voyez tous des chandelles qui sont partout, on est incapable de contrôler cet insecte. Je vous ai mis à droite le phylloxéra.
donc le phylloxéra quand même qui a ravagé les vignobles français à la fin du 19e siècle. On est passé de 3 millions d'hectares de vignes à 700 000 hectares de vignes à cause du phylloxéra, on va dire oui à cause du phylloxéra principalement. C'est-à-dire on a tout arraché. Et il y a tout un tas de régions viticoles qui ont arrêté de faire de la vigne en France. Le vignoble qui produisait le plus, c'était Paris et région parisienne. Il n'y a plus de vignes à Paris, par exemple, à Nièvre, etc., etc. On ne trouve plus de vignes. Normandie, qui avait de la vigne aussi. Voilà. Autre gros envahisseur biologique est Val d'Orifort. Voilà. Et en bas, vous voyez une cicadelle, c'est très proche des cigales, qui transmet la seule maladie de quarantaine qu'on a dans le vignoble, qu'ils appellent la flavescence dorée, pour lesquelles on traite maintenant 60% du vignoble contre cet insecte en France, donc du traitement chimique, ce qui pose d'énormes problèmes. Et normalement, les foyers de maladie doivent être arrachés, que ça plaise ou que ça ne plaise pas aux viticulteurs. Alors vous voyez, je mets des petites icônes avec un clin d'œil à Pierre Desproges, parce que Pierre Desproges, il parle beaucoup d'invasion biologique, d'espèces. Il parlait, excusez-moi. Voilà. Et d'ailleurs, il a fait une chronique, pour ceux qui sont intéressés par Desproges, de laine ordinaire, et qu'on trouve encore sur France Inter, où il dit surtout ne mangez jamais de pangolin et ne faites jamais de mal à un pangolin. Ça, c'était 15 ans avant le Covid. Alors bon, maintenant on sait que c'est pas le pangolin, pardon, mais à un moment on le croyait. Voilà. Donc Desproges avaient cette vision un peu, voilà, j'admire beaucoup. Et en tout cas sur le moustique tigre, si vous prenez son livre Les femmes qui tombent, qui écrit très bien, c'est remarquable. Donc il parle de moustiques qui sont importés d'Italie dans des vieux pneus, c'est l'entrée du moustique tigre en France, bien avant, il écrit ça. Et donc c'était des moustiques tigres ils s'appelaient pas tigres, qui attaquaient les femmes de mauvaise vertu dans le village, donc la femme du notaire, etc., et qui les faisaient mourir. Donc d'où des femmes qui tombent. Voilà. Le moustique tigre ne fait pas ça, évidemment. Alors, on a d'autres invasions biologiques, la pyrale du buis dans le coin, ça on a beaucoup, la punaise diabolique qui attaque la vigne, vous voyez, la Drosophile Suzuki qui attaque maintenant beaucoup les cerisiers, on pensait qu'elle ferait d'énormes dégâts à la vigne, c'est pas le cas. Et pour ceux qui sont intéressés, en bas à droite, on fera encore de la pub pour notre ancien employeur. Efficia, donc c'est un site INRA qui est gratuit, vous allez sur internet, vous faites Efficia, qui est un site documentaire sur toutes les maladies des plantes et à peu près tous les insectes ravageurs, et vous avez plein d'informations, d'infographies et tout, qui sont remarquablement faites. Enfin, un peu de pub, c'était fait à Bordeaux au départ. Voilà, bon. Et puis c'est gratuit. Alors, 2004, oui, c'était une mauvaise année en France. Cette affaire de moustique tigre qui rentre, ils sont rentrés en même temps, aucun point quand même, mais bon. Et le frelon asiatique à pattes jaunes, on ne sait pas trop si c'est 2004 ou 2003, comme tu as dit. Je pense que c'était plutôt 2003, mais bon, ça a assez peu d'importance. Et on n'a pas de chance d'avoir récupéré celui-là. En gros, il y a deux frelons qui font peur à tout le monde. C'est celui qu'on a récupéré qui est en haut, et celui qui est très gros en bas, qui est le Vespa japonica, qui est un frelon qui est gros comme ça, qui attaque l'homme et qui fait des colonies absolument énormes. Mais qui attaque l'homme vraiment. Ce qui n'est pas le cas du frelon que nous, on a récupéré. Ce qui est intéressant, et ça étonne tout le monde, alors d'abord le frelon ça fascine, vous voyez j'ai mis une petite icône des Charlotte Hornets, ceux qui connaissent le basket, Tony Parker il a joué aux Charlotte Hornets, ça c'est début de carrière. Il y a beaucoup d'équipes de basket et américaines, de foot américain et tout, qui prennent le frelon comme on dit, parce que le frelon c'est indestructible et ça attaque. L'armée française a fait pareil, puisqu'elle appelait ses hélicoptères d'attaque les frelons à une époque. Oui. Ah bah oui. Les gros, ils étaient gros en plus. C'était les gros, c'était lourd, c'était costaud, c'était... Voilà. Donc, ce qui est étonnant, c'est autant il y a plein d'espèces de drosophiles, tout ça, on a parlé de drosophiles tout à l'heure, il n'y a que 24 espèces de frelons sur la planète qu'ils ont connues. Et ce serait étonnant qu'il y en ait beaucoup d'autres. En tout cas, on est dans cet ordre de grandeur. Et donc, nous, en France, on en a deux, un troisième qui est anecdotique, on ne va pas en parler, qui est le frelon européen, que tout le monde connaît, que tout le monde considère comme un insecte qui est bénéfique. Moi, j'en suis pas persuadé, mais enfin bon, il est répertorié comme tel, qui est très jaune, qui est un peu plus gros que celui dont on parle aujourd'hui. Et nous, on a affaire à Vespa velutina, donc il est plus poilu, il a les pattes jaunes, c'est à ça qu'on le reconnaît, et son corps est moins jaune. C'est-à-dire quand vous le voyez voler sur un ciel bleu comme aujourd'hui, vous voyez quelque chose de marron, orange. Tandis qu'un frelon européen, il est clairement jaune. Voilà, comme une grosse guêpe. Donc il y a un certain nombre de différences. L'européen, il est un peu plus gros que l'asiatique, mais il fait des populations beaucoup plus faibles. Il fait des colonies, donc populations plus faibles, et des colonies qui sont beaucoup plus petites.
Un nid de frelon à pattes jaunes, ça peut monter jusqu'à 1,50 m de diamètre, hein, quand il est très gros. Vous verrez jamais un nid de frelon européen plus gros que ça, quoi. Donc il n'y a évidemment pas le même nombre d'individus. Le frelon à pattes jaunes, il est très défensif, c'est-à-dire il est dangereux uniquement si on s'approche de son nid. Sinon, quand un individu qui vole comme ça dehors, il n'est absolument pas dangereux. Ce qui n'est pas le cas des autres du frelon européen, qui est quand même assez dangereux. Il y a pas mal de gens qui se font piquer dans les vergers quand on mange des fruits mûrs, etc., etc. C'est pas le cas avec le frelon à pattes jaunes. Que dire d'autre? Ben là-dessus, rien d'autre. Voilà. Il est très invasif. Donc le Velutina, celui dont on parle aujourd'hui, hein, ce frelon à pattes jaunes. On pense qu'il y aurait peut-être 1 million, alors c'est à peu près impossible à chiffrer parce qu'il y a beaucoup d'environnements qui ne sont pas surveillés. Ce qu'on voit, c'est les nids qui sont en ville, qui sont à proximité, qui sont dans l'espace urbain, périurbain. Mais bon, maintenant, on a le frelon asiatique qui est dans les zones montagneuses, etc., où les nids sont très rarement observés, où les forêts très denses. Alors, il a quand même colonisé 12 pays en pas longtemps, en l'espace de 5 ans. Et à ce jour, donc travail de génétique qui a été fait quand on a commencé à travailler là-dessus, avec les collègues de Gilles-sur-Yvette, dont on parlait tout à l'heure, compris les marqueurs moléculaires, et qui ont clairement montré qu'il y avait une seule introduction en France, une seule introduction génétique. Ce travail il a été repris par des Italiens 13 ans après, qui ont montré qu'il y avait toujours, 13 ans après, une seule introduction. Donc on est en 2017. Alors est-ce qu'il en est rentré d'autres depuis? Peut-être, mais finalement ça ne va pas changer grand-chose au problème. Donc on part toujours du principe qu'il y a une seule introduction, cette fameuse femelle accouplée par 4 mâles. Voilà, je n'ai pas fait une parenthèse. Chez les insectes, il y a beaucoup d'accouplements multiples. C'est un système assez classique, où c'est-à-dire la femelle elle va stocker les spermatozoïdes de plusieurs partenaires sexuels dans une espèce de poche qu'elle a, et utiliser ces spermatozoïdes pour féconder ses œufs toute sa vie. C'est le cas chez les abeilles, c'est le cas chez les frelons, chez beaucoup d'insectes. Et ils sont capables de choisir le mâle en fonction de la qualité des spermatozoïdes. Donc ça, c'est aussi une question qui est intéressante plus pour la science que pour... Alors là, on montre une carte d'extension, c'est la carte de muséum. Sur la diapo suivante, il est rentré en 2023, c'est-à-dire il y a 3 ans aux États-Unis. Donc alors, dès que quelque chose rentre aux États-Unis, ça fait bouger tout le monde. Oh là là, oui. Il se passe quelque chose. Bon, ok. Et aux États-Unis, c'est pas installé. Alors on ne sait pas trop pourquoi. Par contre, il y a l'autre frelon, le très gros Vespa japonica dont je vous parlais, Cataclum. Là, il est rentré aux États-Unis et lui, il s'est installé. Et on le trouve maintenant aux États-Unis et au Canada. Alors, qu'est-ce qu'on a vu en France? Donc ça, c'est des illustrations qui sont assez anciennes, mais parlantes. Je vous disais, il est parti vers le pays niçois. Donc une partie est venue vers chez nous, l'Aquitaine, puis ensuite a descendu vers l'Espagne et le Portugal, en franchissant les Pyrénées. Et il y a une autre partie qui est partie dans les Alpes-Maritimes, et là vous voyez la répartition des nids sur la côte. Donc là vous voyez, il y a Nice, il y a Monaco, chaque point rouge c'est un nid. Donc on comprend assez vite que cet insecte il aime bien le bord de la mer, donc la présence de l'eau, et il aime bien la présence de l'humain. Et vous voyez que dans l'arrière-pays qui est assez peu peuplé là-bas, on a beaucoup moins de colonies. Si on regarde ce qui se passe en Bretagne, on aura une autre carte de la Bretagne où on a à peu près le même mapping, la même cartographie. Ça, c'est juste pour montrer l'augmentation de la population. Alors, département breton, au départ, il n'y en avait pas. 2011, ils n'ont pas de colonie de frelons. Et puis, d'un seul coup, ça commence à apparaître en 2013. Donc, vous voyez les nombres, hein, qui sont assez parlants. On passe de 142 à 200 000, pardon. Hein. Ouais, excusez-moi. Ça, c'est le nombre de nids qui sont détruits par des bénévoles, par des associations qui se sont organisées sur les 4 départements bretons. Alors, il n'y a pas le 56, mais bon, qui sont organisés entre eux, et vous voyez le nombre colossal de nids qui détruisent. Donc ça c'est 2018, je n'ai pas les plus récentes, hein, mais vous voyez qu'ils ont détruit quand même 21 000 nids en 2018. Donc on verra tout à l'heure ce que c'est qu'un nid de frelon quand il est pêché dans un arbre, etc., ou sur une grange, c'est quand même pas simple. Hein. Destruction d'un nid de frelon, c'est 3 heures de boulot, il faut des protections, il faut différentes méthodes, on en parlera tout à l'heure. Et ça se fait souvent la nuit. Donc là encore, on parle de travail bénévole, parce que le plan national dont on parlera tout à l'heure, il dit, oui, mais il faut demander aux bénévoles de détruire un nid de frelon. Ok, chef, ok, monsieur le ministre. Mais ça se passe la nuit, par des bénévoles, qui n'ont pas que ça à faire non plus, qui sont souvent des personnes apiculteurs en retraite, ou des gens, les assos, c'est souvent des gens qui sont en retraite, et voilà.
Donc quand il faut aller faire 3 nids de frelons dans la nuit jusqu'à 3 heures du matin, on le fait une fois, le faire 2 fois, on réfléchit un peu plus, et puis voilà, quoi. Et alors pourquoi je suis pessimiste? Puis après on parle de la notion d'éradication. Donc en 2023, c'est il y a 2 ans, je suis en contact avec un chercheur chinois, très sympa d'ailleurs, on s'est parlé au téléphone, on a échangé beaucoup de mails et tout. Alors il rigolait parce que tout de suite il me branche sur le Covid et tout, et il me dit « Ah ouais, mais vous vous intéressez aux frelons, vous savez qu'à Wuhan on a des frelons aussi, on n'a pas que le Covid qui est parti de chez nous. » Bon, Wuhan, vous connaissez, c'est une mégalopole quand même, c'est énorme, énorme. Je crois que c'est 10 fois Paris en population, un truc comme ça. 10 millions. Énorme. Et il me dit, mais on a plein de frelons. Et moi, on avait publié qu'on trouvait des densités de frelons sur Andernos et dans le Cotentin de 15 nids au kilomètre carré, et on disait que c'était énorme. Il me dit, mais c'est pas énorme. Ah bon? Je dis, vous avez plus, vous avez 2 fois plus? Il me dit, non. Il dit, non, nous, dans le centre de Wuhan, en pleine ville, vous voyez les carrés rouges, il dit, ça c'est 45 nids au kilomètre carré. Alors, sur le frelon, on est parti sur l'idée, au départ, des collègues scientifiques ont véhiculé l'idée que par la compétition, ça se régulerait tout seul. Donc nous, je vous dis, si on parle Gradignan, moi j'interviens beaucoup sur Bouliac, où on a une assaut de destruction de nids de frelons. Bouliac, ça fait 12 km², en moyenne, on a 50 nids par an, quoi. Donc 50 nids pour 12 km², vous voyez, on a 5 nids par km², 6, soyons fous. Donc 45, ça fait 10 fois plus. Donc je vous laisse imaginer ce que ça fait 45 nids au km², ça fait vous envoyez un là, vous envoyez un là, il y en a partout. Voilà. Et il me dit, ça est en cours d'augmentation, donc cette notion de compétition pour la nourriture ou compétition sur les reines entre elles, il faut oublier cette chose-là. Et pourtant, c'est remis encore dans la communication du nouveau plan qui va être sorti, que ça pourra régler le problème. Alors, puisque le titre c'est éradication, alors je me suis permis mais vous la connaissez peut-être mieux que moi, définition de l'éradication, j'ai pris celle du Larousse, il y en a d'autres. L'éradication, on voit à peu près ce que c'est, sur un certain nombre, selon moi c'est quelque chose au niveau sociétal d'un peu conceptuel, mais par contre en médecine, en chirurgie, on sait ce que c'est que l'éradication, hein, éradiquer un organe qui est, voilà, on l'enlève et puis c'est tout. En épidémiologie, c'est un peu plus compliqué. L'épidémiologie qui est la science de propagation des maladies. Donc finalement, il y a assez peu d'éradication. La peste, on croyait. La polio qui a été éradiquée, mais visiblement, il y a des résurgences et elle n'est pas complètement éradiquée. Vous voyez, je montre 2 cartes là. Entre 98, la présence sur la planète, et 2017, il y a encore des foyers. Donc, pour moi, éradication, c'est orthogonal avec la notion de foyer qui existe encore. Ça n'empêche pas que le mot éradication sur les frelons, il est véhiculé par tout le monde. Au niveau sociétal et politique, on aime bien aussi. Hein. Politique, l'éradication, il y en a quand même pas mal qui font campagne là-dessus. Mais même la communauté européenne qui se pique quand même en 2035 d'éradiquer le chômage en Europe, je pense qu'il va y avoir du travail quand même. Oui. Il va y avoir du travail, éradiquer le chômage. Je pense que l'affaire n'est pas gagnée quand même. Et selon moi, c'est une perversion de l'esprit humain, ça, cette idée d'éradication. Alors nous, on connaît bien en Aquitaine. Alors c'est pour ça que je réagis un petit peu sur ce terme éradication, mais c'est bien qu'on l'ait mis dans le titre. Je pense que c'est quelque chose qui est complètement fantasmé par l'être humain, cette idée d'être capable d'éradiquer quelque chose. L'humain est probablement la seule espèce qui a failli être s'éradiquer toute seule d'ailleurs, hein, puisque je crois qu'à un moment, il y a un article dans Nature qui est intéressant, qui dit que la population humaine est descendue à 1300 individus sur la planète, Homo sapiens. Oui. Et donc un goulot d'étranglement génétique absolument énorme. Oui, oui, ça balayait. Hein, oui, oui. Et donc on a frôlé l'extinction, quoi. Oui, oui. Alors extinction et éradication, c'est un peu synonyme. Extinction, oui, les dinosaures, mais là c'est un cataclysme. Voilà. Et c'est marrant parce que voilà, je photographiais sur la rocade de Batman, là, l'éradication. Il y a beaucoup qui font commerce de ça. Donc éradication de nuisibles, c'est quelque chose, il y a des sous hein, derrière ça. On a même Veolia qui a monté une boîte qui s'appelle SHB, qui est une filiale qui se pique d'éradiquer tout un tas de moustiques tigres, etc., etc. Je fais remarquer qu'on est en Aquitaine et que les termites, on n'a jamais réussi à les éradiquer. Non? Ou je me trompe? Et je crois que c'est pas gagné quand même. C'est pas gagné. Donc, moi, ça me paraît quand même une vision un peu... et on en discutera tout à l'heure, je pense pas que ça soit très productif, si on veut avancer, de véhiculer des choses comme ça qui sont pas tenables. Je crois qu'on ferait mieux de
mettre les choses sur la table et de dire franchement, ça on peut pas, ça on a de l'espoir, ça il va falloir apprendre à vivre avec et essayer de gérer les situations. Donc avant de revenir là-dessus, on va prendre un peu la biologie du frelon, son cycle de vie. Vous voyez en haut de l'arbre un des gros nids, ça a été pris à Bouliac, à côté d'Auchan de Bouliac, pour ceux qui connaissent. C'est le premier nid qu'on a cru voir en Aquitaine. Voilà. Il est absolument énorme. Il a été publié dans pas mal de journaux et tout, donc c'est une photo qu'on a fait. Voilà, vous voyez, c'est un nid qui faisait ça de diamètre. Ah oui. Voilà, donc un nid comme ça pèse 15 kg. C'est accroché dans les branches, ça bouge pas. Ces insectes sont capables de faire une colle qui est absolument efficace. C'est des nids qui sont construits en papier, qui résistent à la pluie toute la saison. Dès qu'il y a un trou, ils rebouchent. En 24 heures, le trou est rebouché. Question que ça ne soit pas un trou, quand on tire au fusil dedans, l'air ne bouge pas, mais bon. Et comment ça marche? Comme tous les insectes sociaux, ça vit en colonie. Donc vous prenez le cycle. Si on prend l'hiver, au début... donc l'hiver on est ici. Alors il tourne à l'envers, excusez-moi. Souvent on fait tourner les cycles à l'envers. Donc là vous avez la fin de la saison. Donc vous avez le mois de décembre. Donc fin de la saison, vous avez un gros nid qui est là, qui va produire des fondatrices, plein d'ouvrières. Un nid comme ça peut monter jusqu'à 50 000 individus. Hein. Les très gros, hein, bien sûr. Vous parlez dans le micro de... Ah oui. Et donc un nid comme ça produit à peu près 100-200 fondatrices nouvelles, qui vont être les jeunes reines, qui vont aller passer l'hiver, qui vont toutes partir. Alors première question, est-ce qu'elles partent séparément, est-ce qu'elles partent en groupe? Vous allez peut-être me dire, ça c'est une question de scientifique, c'est important quand même. Donc nous on fait partie des gens qui pensons qu'elles partent en groupe, en petits groupes du moins. Et il y en a qui partent et d'autres qui restent. Donc une fondatrice, on sait que c'est capable de parcourir 40 km par jour. Ça c'est le Guinness Book, hein, c'est le maximum, et c'est beaucoup. Donc, comme la saison la période où elle quitte le nid, ça dure à peu près un mois où elle peut voler. Vous voyez que ça fait 40 km par jour en un mois, si elle a mangé, etc., ça peut la mener très loin. Ça peut l'amener à facilement plusieurs centaines de kilomètres. Et donc on comprend mieux pourquoi ça se propage très vite et pourquoi maintenant on trouve des frelons jusqu'au nord de l'Europe assez facilement. Donc cette fondatrice, ça passe l'hiver, et dès les beaux jours, alors en Aquitaine, c'est à peu près le mois de février, quand elle commence à voler. Un insecte, pour qu'il vole, il faut qu'il fasse plus de 10-12 degrés dans la journée, parce que sinon, les insectes ne sont pas capables de réguler leur température comme nous, corporelle. Donc les muscles ne peuvent pas fonctionner. Et le vol, c'est très énergivore. Ça demande une énergie énorme, surtout pour un frelon qui pèse lourd comme ça. Donc il faut qu'il y ait du soleil et qu'il fasse une certaine température. Les frelons ont une caractéristique aussi, c'est que l'évolution est bien faite, ils ont développé des espèces de panneaux solaires sur leur dos, où le sang circule comme ça, comme les anciens systèmes de réchauffage qu'on avait dans les jardins il y a très longtemps, c'est-à-dire un tuyau noir qui circule au soleil et il sort de l'eau chaude. Donc ça réchauffe son sang, son hémolymphe, et ça réchauffe les muscles. Donc tout ça, ça a été travaillé, hein, surtout sur le frelon européen, mais c'est bien connu. Et donc cette fondatrice, ça va ensuite fabriquer un nid qu'on appelle un nid primaire, que vous pouvez voir là. Je mets cette infographie de nos collègues bretons, qui est super bien faite. Donc vous voyez la fondatrice qui est en train de construire son petit piton là, de fixation. Alors ça c'est sous une poutre, hein, parce que sinon ils n'auraient pas pu le photographier, c'était au sommet d'un arbre. Au sommet d'un arbre c'est pareil. Ça c'est très solide. Le piton, là, une fois qu'il est fabriqué par la fondatrice, c'est pas avec une paire de ciseaux que vous allez le couper, il faut un sécateur, et c'est du costaud. Hein. Voilà. C'est lui qui va tenir tout le poids. Pas tout le poids, parce qu'après, il se débrouille pour mettre dans les arbres, en particulier dans les embranchements, et qu'il soit tenu par la fourche de l'arbre. Ensuite, cette fondatrice va faire un petit toit, on est à J+2. Donc tout ça, ça se passe en 2 jours. C'est un travail de fou, hein. Vous voyez, ce nid, il est en papier. Donc la fondatrice, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va gratter les écorces des arbres, à peu près molles, le plus molle possible, plus mou possible, et elle fait de la pâte à papier. Donc il faut qu'elle ramène de l'eau. Pour ramener de l'eau, elle peut le ramener que dans son jabot. Les insectes ont un jabot, un organe où ils peuvent ramener de l'eau, et elle peut ramener, c'est quoi, c'est 100 microlitres d'eau, on ne sait pas exactement, mais pas plus, quoi. Donc pour faire de la pâte à papier, il faut quand même des quantités d'eau assez colossales. Et donc elle passe son temps à faire des allées-venues comme ça, aller chercher de la fibre, et elle n'a pas encore pondu. Et elle fait son premier toit qu'elle va, voilà, aller sous une grange, elle ne sait pas que c'est abrité de la pluie, donc elle n'est pas très intelligente, parce que sinon elle ne le ferait pas. Les guêpes ne le font pas. Et on voit le premier disque avec des cellules là.
et on voit les premiers œufs. Donc elle a commencé à pondre. Donc là, vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, il y en a 10 des cellules. Et puis ensuite, elle ferme. Et elle laisse un orifice qui est en bas. L'orifice toujours en bas, des fois un peu sur le côté. Et donc là, vous voyez, il s'est passé 7 jours depuis le début, hein, c'est hyper actif. Et c'est pour ça qu'on peut capturer les fondatrices, parce qu'elles passent leur temps à faire des allées et venues pour aller chercher du matériel. Là, il y a les premiers œufs. La durée d'incubation d'un œuf un œuf, il met 8 jours à se développer. Donc vous voyez, entre J plus 4, il va falloir J plus 12 pour qu'il y ait les premières larves qui sortent, c'est-à-dire ici. Les larves, il faut les nourrir 3-4 fois par jour. Les larves sont carnivores chez les frelons et chez les guêpes. Donc il faut aller chercher de la viande, ou ce qui ressemble à de la viande. Ça peut être du poisson aussi, mais des protéines animales en tout cas. Et donc il faut qu'elle continue à augmenter son nid et qu'elle nourrisse les premières larves. Alors pourquoi elle augmente son nid? Parce que c'est ses filles qu'elle produit. Et ça va être les futures ouvrières. Et l'objectif, c'est comme la reine de chez les abeilles, je ne sais pas si c'est un objectif, mais chez les insectes sociaux, l'objectif de la reine, c'est de faire un maximum d'ouvrières très vite pour que les ouvrières prennent en charge un certain nombre de tâches dans la colonie, que ce ne soit plus la reine qui le fasse. Et ces tâches, c'est agrandir le nid et c'est nourrir les futures larves. Le problème, c'est que sur la fondatrice, les premiers œufs qu'elle a pondus là, comme on a dit, qui donnent les premières larves, ça met à peu près 2 mois pour qu'une larve devienne un adulte, aux températures qu'il fait. Comme j'ai dit, chez un insecte qui ne régule pas sa température, la vitesse de développement des larves, des bébés, dépend évidemment de la température. Plus il fait chaud, plus ça se développe vite. Moins il fait chaud, moins ça se développe vite. Donc pendant 2 mois, c'est elle qui fait tout. Et qui défend son nid contre les attaques. Donc c'est une zone qui est très fragile. Alors, si on regarde les zones qui sont propices à nidification, eh bien, contrairement à Crabreau, au frelon européen, le Velutina, le frelon à pattes jaunes, lui, il est en zone urbaine ou périurbaine, il adore la proximité de l'homme. Et une hypothèse assez simple, c'est que comme il a besoin d'énormément de nourriture, parce qu'il fait des très grosses colonies, finalement, là où on trouve le plus de nourriture, c'est les déchets humains, parce qu'on a dit c'est des protéines. Donc ça va être tout ce qui est bordure maritime avec les ports de pêche, et on verra en Bretagne que tous les premiers nids de frelons, on les a trouvés autour des gros ports de pêche bretons. Et tout ce qui est présence des supermarchés, etc., où on jette beaucoup de déchets protéinés, de poissons frais, de jambon frais, de viande fraîche. Et sur Bordeaux, si on regarde sur la Cube, là où on a trouvé toujours le plus de nids, c'est entre Rive d'Arcin, en face Bouliac, où il y a Auchan, à Langoiran, tous les nids sont autour de l'Intermarché. Alors maintenant, ça a changé un petit peu, mais au départ, c'était comme ça. Voilà, et donc on va le trouver dans les zones où il y a des ressources alimentaires importantes en début de cycle, qui permet à la fondatrice d'aller chercher de la nourriture pas très loin, parce que comme j'ai dit, elle fait beaucoup de voyages dans la journée. Donc s'il faut qu'elle fasse 10 km pour aller chercher un petit morceau de poisson ou un petit morceau de jambon, elle ne va pas en faire beaucoup dans la journée. Par contre, si elle est à 300 mètres de son nid, ça va faciliter beaucoup les choses. Et les zones côtières aussi, parce que, comme on l'a dit, ils ont besoin de beaucoup d'eau pour construire le nid. Alors, si on regarde en Bretagne, c'est clair. Donc là, j'ai dit au départ, il n'y en avait pas en Bretagne en 2017, et puis maintenant, il y en a beaucoup. Et vous voyez, toutes les présences de nids, c'est toutes les zones côtières. Et vous voyez, pour ceux qui connaissent la Bretagne, tous les ports, vous voyez, Douarnenez, Quimper, Lorient, Brest, la Côte d'Armor, pareil. Partout où il y a des ports de pêche, on en trouve plein. Et on n'en trouve pas beaucoup au milieu. Alors, pourquoi l'invasion a pris une telle ampleur? On en a déjà un petit peu parlé, parce que c'est un insecte qui défend énormément ses colonies, difficile de détruire les nids. Il attaque les abeilles, on ne sait pas pourquoi, il se met à attaquer les abeilles en plein mois de juillet. Vous ne verrez jamais une fondatrice attaquer les abeilles. Alors là, c'est pareil, on commence à retrouver sur Internet des gens, je ne sais pas pourquoi il y a des gens qui balancent des choses comme ça sur Internet, que les fondatrices attaquent les ruches en ce moment. Alors, moi, ça fait maintenant 20 ans que je travaille sur le frelon, j'ai jamais vu une fondatrice attaquer une ruche. Et en plus, au plan évolutif, ça serait complètement stupide pour une fondatrice d'aller attaquer une ruche, parce qu'une chose que j'ai pas dit, on en parlera tout à l'heure, c'est que les abeilles se défendent, sont capables de se défendre en combat collectif ou en combat singulier, et qu'au combat singulier, entre un frelon et une abeille, c'est souvent l'abeille qui gagne. Donc une fondatrice qui a la charge de la colonie et de la descendance, qu'elle aille se faire tuer par une abeille
devant une ruche, ça serait complètement idiot, quoi, au plan évolutif. Voilà. Mais on trouve quand même ça sur Internet. Voilà. Et ce qui fait dire à certains qu'il faudrait mettre des pièges à fondatrices devant les ruches. Et finalement, chacun fait ce qu'il veut. Alors, donc là, l'invasion a pris une ampleur absolument énorme. Et on commence à voir des enquêtes. Alors finalement, il y en a assez peu. Donc une qui a été faite par la FARNA, c'est la Fédération apicole de la région Nouvelle-Aquitaine. Voilà, donc qui est une super étude, voilà, qui a fait 2 études, une en 2023 et une en 2025. Donc je vous livre celle en 2025, qui donne des chiffres qui sont tout à fait intéressants à regarder. Donc je ne sais plus, c'est un questionnaire sur presque 1 millier d'apiculteurs dans toute la région, et qui disent clairement que, 1037 apiculteurs participants. Voilà, je connais moins bien les résultats de 2025 que ceux de 2023 que j'ai traités, mais bon. 92% des apiculteurs se déclarent sous pression des frelons. Bon. Tu l'enlèves. Que la moitié des apiculteurs disent qu'il y a plus de pression que l'année précédente. Voilà, donc ça augmente. Qu'on a capturé plus de 2 millions de frelons qui ont été piégés. Donc vous voyez, ça fait du monde. Que le préjudice évalué il sera à 1,5 million d'euros. Vous vous rappelez que j'ai dit que le ministère de l'Environnement voulait faire un plan de 3 millions d'euros, alors que le préjudice il est déjà 1,4 million. Et ça c'est sous-évalué, et c'est quand même que la région Nouvelle-Aquitaine qui fait que 10% du territoire français. Hein. Eh oui. On est d'accord là-dessus. Hein, et c'est pas en Nouvelle-Aquitaine qu'on a le plus, puisque maintenant c'est en Bretagne, c'est au Pays Basque, et voilà. Donc on est de toute façon loin du compte. Que le prix moyen de destruction d'un nid est de 126 €, alors ça je pense que c'est faux. Parce que d'abord il y a des destructions qui sont gratuites par bénévoles, et puis il y a des sociétés destructrices d'insectes qui prennent beaucoup plus que ça. Donc ça dépend du contexte et ça dépend qui le fait. Et que ça engendrerait une mortalité automnale en bas de 13% des ruches, pardon. Donc c'est quelque chose d'important. Cette étude, vous faites FARNA sur Internet, enquête frelons asiatiques, vous les aurez, les infographies vous les aurez. Je trouve qu'elles sont quand même bien faites. Ça reprend un peu les mêmes, voilà. Il y a des courbes un petit peu en plus, je vous laisse aller les voir. Voilà. Donc ça, je l'ai dit aussi. Un gros nid fait plusieurs centaines de fondatrices. Voilà. Excusez la petite iconographie que je mets en haut des diapos. Hein. Vous voyez, quand il y a trop de poissons dans un bocal, ils vont dans le bocal qui est vide. Hein. C'est ça les invasions biologiques. Alors la question qu'on peut se poser, parce qu'on a toujours tendance en France à dire c'est de la faute au gouvernement, au pouvoir public, etc. etc. Méchant Macron actuellement, on ne va pas rentrer là-dedans. On peut quand même se poser la question, est-ce que les pouvoirs publics font leur boulot? Mais les pouvoirs publics, ce n'est pas non plus des mauvaises gens, tous autant qu'ils sont. Les ministres, ils ont aussi des conseillers, et ils sont aussi conseillés par les scientifiques. Donc on peut aussi se poser la question, est-ce que les scientifiques ont fait de leur mieux? Alors, moi je suis scientifique, les scientifiques aussi, si on nous pose la question, on va dire que oui, on fait le job, hein, mais on n'est pas bien placé pour en parler, donc on va évacuer ça. Les décisions ont-elles été optimales? Alors, comme je disais, c'est toujours facile, mais en tout cas, parce que là on voit ça, là, c'est reparti pour la réunionnite. Donc là, il y en avait une au ministère de l'Environnement, à la Défense. Il y a eu 3 réunions de suite, avec une 50aine de personnes qui montent à chaque fois, donc les TGV, les remboursements des TGV, des hôtels, etc., etc., puis certainement d'autres menus financements autour. Moi, j'ai pas voulu y aller, j'ai dit, mais moi, je suis désolé, on fait ça en visioconférence, c'est pas pour... nous, on lave pas plus blanc que les autres, mais d'abord, moi, je suis en retraite, donc on me paye plus mes déplacements, donc, mais à un moment, je dis, mais il faut arrêter de gaspiller de l'argent comme ça, et qu'est-ce qui va en sortir? Donc quand on regarde le document écrit c'est une catastrophe, le document écrit qui en est sorti de 20 pages. Moi j'ai envoyé quelques commentaires, il y a des choses qui sont fausses, il y a plein de choses qui ne sont pas nouvelles, qu'on sait depuis longtemps. Donc c'est reparti pour de la réunionnite, pour de l'argent gaspillé, pour de la paperasse, et puis on ne fait rien. Voilà. Donc les décisions ne sont pas optimales. Au niveau européen, vous vous rendez compte qu'en 22 ans, il n'y a eu que 2 projets européens, 2 projets scientifiques européens financés.
Là, je viens d'apprendre qu'il y avait un projet pour essayer de cartographier la biodiversité en oiseaux et en chauve-souris et que 3 millions d'euros allaient être mis sur la table. Au secours. Je veux bien, c'est important. Oui, c'est important. Et là, on parle que de la biologie, que de l'environnement et choses comme ça. On ne parle pas d'autres disciplines scientifiques. Hein. OK. Et l'Europe aime bien faire des task force. Alors, les task force, vous voyez, c'est des groupements de personnes. C'est un mot anglo-saxon, vous voyez ce que ça veut dire. Hein. C'est une force qui va s'occuper d'une tâche pour essayer de trouver des solutions. Alors sur le frelon, on en a déjà fait 5 des task force. Je suis allé aux 4 premières, j'y vais plus non plus. Parce que j'estime que c'est une perte de temps, c'est toujours pareil. On vient présenter nos résultats, puis il ne se passe rien, il n'y a aucune décision derrière, donc voilà. Et au plan national, rien n'a été vraiment organisé. Alors, il y a une ministre de l'Agriculture qui a essayé d'organiser les choses. C'est Ségolène Royal. Elle a essayé de mettre tout le monde autour de la table. Elle était vraiment motivée. Hein. Elle nous a contactés tous. On avait pris les billets de train et tout. On montait à Paris. Hein. C'était prévu 3 jours de travail pour essayer de mettre au point vraiment là, un plan national. Donc Ségolène Royal était ministre, c'était sous le mandat Hollande. Donc Ségolène Royal, 3 semaines après, s'est fait virer par son ancien mari, qui avait une maîtresse qui ne supportait pas que son ancienne femme soit ministre. Donc on a reçu un mail d'un conseiller en disant vous annulez vos billets de train qui étaient payés tout ça. Donc l'argent est parti à la poubelle, mais enfin c'est pas grave. Et cette réunion n'aura plus lieu. Le successeur, non, le successeur il n'est pas motivé par l'apiculture. Je dis oui, mais vous avez M. Le Foll qui est apiculteur, vous avez Arnaud de Montebourg qui sont anciens ministres qui sont apiculteurs. Ah oui, non, mais le nouveau ministre, je ne sais plus qui c'était, c'est pas ses priorités. Donc voilà, puis on n'en parle plus après pendant 10 ans. Ouais, voilà. Ok, alors donc beaucoup de débats. Alors quand je dis les scientifiques, est-ce qu'ils ont fait, excusez-moi les petits trucs humoristiques, est-ce qu'il faut voir le verre plein, le verre vide, c'est toujours pareil, est-ce qu'il faut être pessimiste, optimiste, ça dépend de quel côté on regarde le verre, voilà. Alors je reviens sur l'aspect des scientifiques, est-ce qu'on a fait faut s'autocritiquer un petit peu des fois, et moi je crois qu'il y a des choses qu'il ne faut pas faire, voilà. C'est pas pour donner des leçons à des collègues et tout, on fait tous des erreurs, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais d'abord, il y a beaucoup trop de communication dans tous les sens, dans les journaux, papier, télé, Internet, sur le frelon à pattes jaunes. On a trouvé plein de ce qu'on appelle des fakes maintenant, des informations qui sont fausses, des photos trafiquées, des choses comme ça. Je ne sais pas pourquoi les gens font ça. Donc on a vu par exemple quelqu'un qui a mis... en Terre-Alnon, mais bon, c'est en Nouvelle-Aquitaine, quelqu'un qui a postulé qu'il avait un piège qui était absolument efficace contre le frelon. Il a montré des seaux de frelons qui étaient piégés. Si on regarde le code numérique de la photo et donc la date qui est enregistrée, on s'aperçoit que la photo elle a été prise en 31 décembre, donc c'est une photo trafiquée. Voilà. Et puis plein de choses comme ça, quoi. Voilà. Donc, quand même, on est en 2015, c'est ça. On a un collègue qui est de la Nouvelle République, nous dit, mais finalement, le frelon asiatique, dans 5 ans, le problème sera réglé. Donc si vous êtes ministre, décideur, chef de cabinet, conseiller d'un ministre et tout, on vous dit, mais le problème est réglé dans 5 ans, pourquoi vous alleriez faire un gros chèque et mettre un budget pour lutter contre ça, puisque les scientifiques vont régler le problème. Donc il y a un moment, je pense qu'il faut qu'on fasse attention un peu à ce qu'on dit, et peut-être vous allez me rétorquer ça, être trop pessimiste, c'est aussi peut-être contre-productif aussi, mais en tout cas l'optimisme il est souvent très nuisible. Donc on a perdu beaucoup de temps. Moi je vois ça un peu comme une histoire de la patate chaude que tout le monde s'est refilé. Alors là ça mérite quand même d'y passer un petit peu, 1 minute on va dire, 2 minutes. Au départ, ça n'a pas été pris au sérieux, comme j'ai dit, les apiculteurs avec leurs raquettes de badminton à Villeneuve-sur-Lot, à côté d'Agen, là autour de la plateforme de Jiffy qui importe plein probablement qui l'ont fait rentrer. Cette invasion, pas de chance, elle est arrivée dans une période qui était très compliquée pour l'abeille. Ceux qui se souviennent bien, c'était la fin des histoires judiciaires avec le gaucho, avec le Roundup, oui. Avec les apiculteurs qui déposaient des ruches devant la préfecture, devant les tribunaux, etc., etc. On sortait de cette période-là. Moi, quand je me suis lancé là-dessus, comme tu dis, avec l'aval du directeur général, qui a été Olivier, il était visionnaire dans cette affaire-là, parce que on en parlera tout à l'heure dans la manière dont est structurée la recherche et dont on se mobilise.
Moi, il y a des gens qui m'ont attaqué en me disant « Ah, mais vous faites ça, c'est tout simplement pour jeter de l'ombre et jeter de la poussière sur les histoires de pesticides, etc., sur les abeilles, etc. Vous voulez faire croire que le frelon... Moi, je répondais, rappelez-vous quand même que le varroa, quand il est rentré en 1983 en France, autant que je me souvienne, ça a été exactement pareil. Il ne fallait pas en parler, les apiculteurs voulaient pas se mobiliser, je ne sais pas s'il y a peut-être dans la salle, donc je ne vais pas faire des amis, mais si quand même, parce que je suis apiculteur un peu aussi, mais bon, il y a un moment, il fallait pas en parler, il fallait rien faire, etc., etc. C'était pas le problème majeur de l'écroulement des colonies, etc., etc. Bon. Et selon moi, ça a retardé l'échéance, parce que là encore, les différents ministres qui sont en charge, et ça c'est un gros problème en France, c'est qu'il y a 2 ministères qui s'occupent de l'apiculture ou des abeilles, et ces 2 ministères qui ne s'entendent pas, c'est l'environnement et l'agriculture. En ce moment c'est un peu mieux, mais il y a carrément des époques où se haïssaient, carrément, pour tous les dossiers pesticides, etc., etc. Et c'est pas du tout le même type de culture, les deux. Il y en a un qui est gros, l'autre qui est petit. En gros, le ministre de l'Environnement, il a qu'un rêve, c'est de devenir ministre de l'Agriculture ou ministre des Finances, c'est-à-dire d'avoir un ministère plus gros, quoi. Donc ça peut pas fonctionner. Et ça se renvoie la balle. Et en gros, on va dire de manière simple, les apiculteurs amateurs, c'est plus du ressort du ministère de l'Environnement, et les apiculteurs professionnels, plus du ministère de l'Agriculture, puisque ce sont des agriculteurs. Quand vous êtes apiculteur amateur, on n'est pas agriculteur, hein, on n'est pas normalement. Et donc en France, avec tout ce contexte, il a quand même fallu 8 ans pour que Vespa velutina, le frelon à pattes jaunes, soit classé comme espèce nuisible. 8 ans. Moi, quand je dis ça à nos collègues de l'île de la Réunion qui ont plein d'espèces invasives sur les fruits, l'île de la Réunion c'est en France, hein, alors, ils ont plein d'espèces de fruits exotiques, ils en font classer 3 par an des espèces nuisibles. Hein. Et en 2 mois, l'affaire est faite. Donc je ne comprends pas pourquoi on a mis 8 ans pour faire classer ça. Moi, j'ai participé de loin un petit peu au dossier. Il n'y avait pas moyen de savoir combien il y avait de ruches en France. Et on ne sait toujours pas combien il y a de ruches en France. Il y a seulement la moitié, quand je dis la moitié, je suis peut-être gentil, la moitié des ruches qui sont déclarées en France. À un moment, on me dit, faut aller voir le fichier des assureurs. Il faut aller demander à AXA. Au secours. Au secours. Donc si on ne sait pas combien il y a de ruches en France, on ne peut pas fournir des nuisibilités aux gens qui vont classer les espèces nuisibles, et maintenant on a des nuisibilités. C'est-à-dire on sait dire quelle est la nuisibilité, c'est ce qu'on montrait sur la diapo, là, l'enquête de la Farna et d'autres enquêtes avant. Donc on a quand même un petit peu progressé. Mais c'était long, hein, tout ça. Voilà. Et on trouve encore des préfectures qui refusent de s'occuper du problème. C'est mon cas. Moi on habite Sadirac, nous. L'autre fois je suis allé voir le maire de Sadirac, autant... On a monté une SO à Bouliac où la mairie finance tout, la destruction, bénévole, tout ça, s'occupe de tout. Ça dira que moi, le maire, il m'a dit, mais c'est... Oui, monsieur, il y a des nids de frelons, mais c'est pas nos priorités. Mais j'ai dit, monsieur le maire, là, c'est les municipales, je suis allé voir les municipales, vous allez probablement vous faire élire, c'est pas votre priorité, c'est une loi française, il y a une directive, le préfet doit faire appliquer, et vous êtes les mules du préfet, il l'a assez mal pris. Il y a des maires qui considèrent qu'ils ne sont pas censés faire appliquer les directives préfectorales. Donc, continuons. Allons-y, il n'y a pas de problème. Quand je dis que ça n'aide pas, la communication à tout va, notre collègue là, qui en 2013 disait que le problème serait réglé dans 5 ans, on peut le critiquer, mais là on est en 2025. Donc je vous invite à regarder ce qui est sorti sur France Info il y a 3 jours, que piéger avec une bouteille en plastique c'est contre-productif. Au secours. Non mais on ne peut pas mettre ça sur France Info, enfin je veux dire, c'est pas possible. On peut piéger une fondatrice jusque fin mai, au secours. On n'arrête pas, nous les scientifiques et tout, d'essayer d'éduquer, de dire qu'il faut justement arrêter le piégeage fin avril, qu'après fin mai on capture plus de fondatrices. Et là on trouve qu'en Nouvelle-Aquitaine, on taira le nom du groupement d'apiculteurs qui promeut ça, qu'il faut mettre des pièges au mois de mai, à fondatrice. Voilà. Donc là par contre c'est complètement contre-productif, ça ne marche pas. Et ça aura des effets délétères sur l'environnement. Et on retrouve sur X Twitter qu'il ne faut pas capturer les fondatrices afin de les laisser s'entretuer, limitant ainsi le niveau de population. Alors ça, c'est ce qui était dit au début de l'invasion du frelon en France par nos collègues du muséum, qu'il fallait laisser faire, fallait regarder, puis on reviendrait dans 10 ans, puis on verrait. Donc là, c'est en train de ressortir, il faut laisser les fondatrices s'entretuer. OK ? Et on trouve aussi que... Alors là, on en rigolait en lisant ça, on a vu comment se construisait un petit nid, on a vu ce que c'était qu'un gros nid, donc il y a toujours eu cette idée de ni primaire ni secondaire.
Alors nous, on a beaucoup travaillé là-dessus, des nids, on en a disséqué beaucoup, ramené beaucoup au labo. 9 fois sur 10, on trouve le nid primaire à l'intérieur du gros nid. C'est-à-dire, finalement, c'est qu'un agrandissement. C'est une petite maison, puis on greffe des pièces autour et on agrandit la maison. Et il y en a qui trouvent malin de dire que, ben non, il y a un nid primaire, et que le nid primaire, à un moment, la fondatrice... Alors, je ne sais pas si c'est la fondatrice qui prendrait conscience qu'il est trop petit. En tout cas, il y a des ouvrières qui le quitteraient, qui iraient construire un nouveau nid, une nouvelle maison, et ensuite, quand elles auraient construit une nouvelle maison, on reviendrait chercher... On le trouve tel quel. Donc, jamais personne n'a vu... Vous avez tous vu des essaims d'abeilles. En ce moment, l'essaimage des abeilles, vous savez ce que c'est qu'un essaim d'abeilles qui se déplace? Jamais personne n'a vu de frelons qui se déplaçaient en groupe. Jamais. Normalement, l'architecture du nid, c'est régulé par la reine. C'est comme chez les abeilles, quand il n'y a plus de reine, ça devient un peu du grand n'importe quoi. Chez le frelon, c'est encore pire. Donc on ne comprend pas comment des ouvrières pourraient aller construire un nouveau nid, qui serait parfait, et ça supposerait qu'ils reviennent chercher la fondatrice, donc un groupe qui se déplace, qui ramène la fondatrice avec eux, et que la fondatrice abandonne ses filles, parce que la fondatrice, ça pompe, il y a toutes les larves qui sont derrière, c'est en permanence. Jamais personne ne peut imaginer ça, quoi. Et ben, comme je disais, cette réunion en visio, là, au ministère de l'Environnement, j'ai dit, mais vous savez que le problème, il est réglé si ça existe. Il suffit d'attendre de voir sortir un essaim de frelons, un groupe de frelons, de mettre une épuisette ou pulvériser de l'insecticide dessus et l'affaire est faite, quoi. Je veux dire, et puis on les suit, quoi. Hein, comme un essaim d'abeilles, on met une ruche dessous, on le récupère, il n'y a aucun problème. Et ça n'empêche pas qu'ils ont laissé ça dans le document final quand même. Donc allons-y, on continue. Voilà. Ben alors les excuses quand même, hein, toute cette communication, c'est peut-être aussi, et là j'en reviens encore que d'une part c'est facilité par le fait qu'on a assez peu de connaissances. Pour le Covid c'était pareil, on ne connaissait pas, donc ça a permis à plein de gens de dire n'importe quoi. Et il y a quand même des gens qui disent n'importe quoi. Pourquoi je mets Einstein, hein? Parce que le pauvre Einstein qui n'a rien à voir là-dedans. Oui, on l'utilise. Tout le monde lui prête qu'il aurait écrit que l'humanité va s'éteindre si on tue les abeilles, c'est ça? Je pense qu'Einstein il doit être à des années-lumière de ce genre de considération, j'imagine même pas, mais bon. Mais en tout cas, c'est pas ça qu'il voulait dire. S'il l'avait dit, c'est pas ça qu'il voulait dire, j'imagine. Enfin, on va pas lui prêter. Mais alors voilà, c'est que beaucoup de gens, et on a vu ça sur le Varroa aussi, s'estiment une mission de défendre les abeilles, et c'est pas pour ça qu'il faut faire n'importe quoi contre les frelons. Voilà. Alors quand je dis que scientifiquement, c'était quand même, quand il est rentré en France, il y avait 2 publications sur les frelons, hein. Le frelon à pattes jaunes, pas sur le frelon européen. Là au contraire, il y a beaucoup de physiciens en Allemagne et tout qui travaillent beaucoup sur le frelon européen parce que c'est une bête qui est fascinante, la manière dont elle construit son nid, etc., etc. On pourra en parler tout à l'heure. Donc c'est un peu toujours pareil, hein, la science a fait quand même son boulot et on est passé d'un nombre de publications... Alors, je ne sais plus le nombre, mais on doit être à 250 publications, là, maintenant. Plus de 107 journaux scientifiques, donc ça veut dire... C'est important, ça. Les journaux scientifiques, vous voyez, il y a des journaux d'insectes, mais pas que. Il y a des journaux de physique, etc., d'allergie, voilà. Donc, ça veut dire la connaissance, elle augmente. Ça, c'est tant mieux. Mais ça ne va pas vite. Ah, pourquoi ça ne va pas vite aussi? Là, je vous montre, hein. Là, on est en train de récupérer un nid de frelon. Quand on veut ramener un nid de frelon au labo pour travailler dessus, il faut le gros cœur quand même. Donc, comme j'ai dit, ça se passe la nuit, ça se passe sur un échafaudage. Là, on va chercher des nids pour sommet des arbres. On n'a pas de nacelle. Si des fois, on peut y avoir accès, mais enfin, c'est un peu compliqué. Donc, souvent, on va chercher des nids qui sont sous les toits. Là, vous êtes à Bouliac. Hein, là, ma collègue, elle est en train de récupérer un nid. Il faut détuiler, aller chercher le nid, le ramener, l'emballer, etc., etc. Ça prend 2 heures de boulot. Hein, à 11 heures le soir. En combinaison... Pour un gros nid comme ça, on est mois de juillet, un peu plus, mois d'août. Donc quand il fait 40 degrés sous une combinaison en caoutchouc épaisse, etc., voilà. Ma collègue n'avait pas mis ses lunettes, les frelons lui ont envoyé des giclées de venin dans les yeux quand elle a fait ça. Et elle ne m'avait pas dit, elle était allergique. Oh là. On a passé une soirée... Heureusement, il y avait une infirmière qui habitait à la maison à côté, qui avait plein de collyres, une armoire de collyres remplie. Je ne sais pas si c'est pareil, si vous avez du collyre chez vous. Donc on y a fait des bains de collyre et tout, et ça réglait le problème. Enfin, oui. Sinon c'était direction de chez CHU. Puis heureusement on a des protections, sinon si on se fait piquer, ça peut quand même être cata. Puis ensuite on ramène le nid au labo. Alors vous voyez, ça c'est un gros nid.
qui fait ça de diamètre. Quand on ramène ça au labo, il faut le mettre dans un congélateur, donc il faut avoir des grands congélateurs. Il faut verrouiller les salles parce qu'on n'a pas l'autorisation, hein, parce que c'est une espèce dangereuse, etc., etc. Si jamais quelqu'un qui fait le ménage la nuit se faisait piquer par un frelon, le labo il ferme. Hein. Et bon, enfin, peut-être pas. Mais bon, donc c'est un petit peu compliqué quand même à travailler dessus. Et c'est aussi pour ça que la science avance pas très vite. Et la science bute encore sur des verrous qui, selon moi, me paraissent importantes. Alors c'est vrai que quand on a pris sa retraite, on aime bien donner des idées aux nouveaux. Ou dire voilà ce qu'il faudrait faire. Donc si on dit voilà ce qu'il faudrait faire, ça veut dire qu'on ne l'a pas fait. Donc, comme disent les Anglais, shame on me, on ne l'a pas fait, on aurait dû le faire. Pas de poste, pas de Mais crédit. on ne peut pas tout faire non plus. Voilà. Donc on connaît très peu de choses sur les interactions entre individus au sein d'une colonie et entre les colonies. Donc là encore, il y a des choses qui ne sont pas avérées scientifiquement, qui sont dites, qui sont véhiculées, qu'un frelon ne pourrait pas aller dans un nouveau nid. On disait pareil sur les abeilles quand le varroa est entré, puis finalement, maintenant on a compris que si le varroa s'était propagé si vite, c'est parce que les abeilles ne rentraient pas forcément dans leur colonie le soir, elles rentraient dans la colonie d'à côté. Bon, et tout ça, ça a été évidemment corroboré par toutes les études où, vous savez, maintenant sur les abeilles, on leur met des petits... il y a différents systèmes, mais à un moment, on leur mettait des codes-barres sur le dos, on les faisait passer dans un tunnel qu'on branchait sur l'entrée de la ruche. Ça permettait de savoir si le code-barre qui était sorti, il re-rentrait le soir, ou s'il ne rentrait pas le soir, ou s'il rentrait 3 jours après, quoi. Et là, on a appris beaucoup de choses en faisant ça. C'est nos amis belges qui ont mis ces techniques-là au point, puis depuis, ça a évolué, avec des puces magnétiques, etc., etc., mais bon. Donc ça touche à la fidélité au nid. On ne connaît pas non plus la fidélité au nid. Voilà. On connaît très peu les besoins nutritifs des larves, et je pense que ça, c'est la partie importante. C'est que si on connaissait les besoins nutritifs des larves, on pourrait jouer dessus et essayer de limiter le développement des larves, parce que finalement, pour limiter le développement des colonies, il faut limiter la croissance de la progéniture, de la descendance. On ne sait pas, une ouvrière qui ramène une abeille au nid, entre combien de jeunes larves elle va la distribuer. Tout ça, on ne connaît pas. Et on ne connaît pas du tout les matériaux qui sont mobilisés pour la construction des nids. Et je pense qu'il y aurait possibilité de travailler là-dessus. Et je suis assez étonné que personne ait essayé de mettre des appâts de bois pourri traités d'insecticides pour que le frelon il construise ça et qu'il construise son nid avec des insecticides. C'est même clairement étonnant, mais bon, voilà. Et puis il y a sûrement d'autres pistes. Ah oui, vous voyez, j'ai mis une petite animation sur la récupération des nids, là. Vous voyez ? Comme on n'est pas riche à l'intrant, on n'a pas des échafaudages solides, donc l'échafaudage, il bouge en plus. Là, ils sont 2. Hein. Voilà, et moi, je filmais en bas. Voilà, vous voyez que ça occupe, hein, quand même. Bon, on va pas y passer 1 heure. Donc, actuellement, il y a une tentative d'organisation de la lutte. Donc on peut dire c'est bien, voilà, qu'il y a une tentative d'organisation. On peut dire aussi, bon, mais c'est pas très nouveau, mais ok, on va retenter. Voilà. Donc, voilà, le ministre de l'Agriculture, 2014, donc ça pond des documents que probablement personne ne lit, et on lance un plan national. Alors il y a souvent les sénateurs qui veulent faire des projets de loi, des choses comme ça. Voilà. Donc là, le ministre de l'écologie, je ne sais pas si vous... Transition écologique, Mathieu Lefebvre, moi je ne sais même pas comment il s'appelait, donc... Hein Je ne sais pas. Bon, voilà, donc un plan national en 2026, 3 millions d'euros, je disais. Le problème, c'est qu'on ne sait pas le coût sur apiculture. On a dit tout à l'heure que la Farna, elle avait montré que c'était 1,5 million par an sur la Nouvelle-Aquitaine de coût pour l'apiculture, donc on le connaît un petit peu quand même, mais pas au niveau national. Et il n'y a pas d'enquête nationale. Donc déjà, ça serait peut-être bien, si on veut faire un plan national, de faire une enquête nationale. Donc ça, il n'y a pas moyen. L'enquête de Nouvelle-Aquitaine, c'est un peu le GDSA 33, le rucher école qui est à côté, la Pessac, nous, l'INRA, qui avons mis ça en route, quoi. Je veux dire, ça pourrait être quand même le boulot d'un ministère de lancer ce genre de choses. Les coûts sociétaux, nuisances, alors ça, personne n'en parle. Je disais, il y a à peu près 500 000 nids sur le territoire français, peut-être 1 million. Donc on va faire simple, on va dire 500 000 nids. 500 000 nids. On a vu 132 € de coût moyen de destruction d'un nid. Donc mine de rien, ça fait quand même 50 millions d'euros. Qui va payer ça ? Moi, je sais pas, on en est raclé les fonds de tiroir sur à peu près tout en France. Qui va payer ça ?
Et pour rappel, le muséum, là, ils ont fait un truc qui est intéressant, là, j'ai dit du mal un petit peu tout à l'heure, mais bon, là ils ont fait une étude qui montre que pour que l'invasion soit limitée et ne se propage pas plus, qu'il faudrait détruire 95% des nids pour arriver à la contrôler. Je ne sais pas pourquoi, pas 95 plutôt que 99, mais enfin, ouais. Ok, on va avec 95. 95, si vous avez 1 million de nids, il en reste combien? Là, c'est faire le calcul. 950. Pour rappel, en 2024, c'est un nid qui rentre en France. Oui. Et que 20 ans après, a fait ce qu'on voit là. Donc je pense que même si on laisse quelques milliers de nids en France, ça ne réglera pas le problème. La seule zone européenne où ils ont réussi à éradiquer le frelon, ça a été sur l'île de Majorque, où ils ont eu une invasion de frelons. C'est monté à 150 nids, ils ont tout détruit. Ils n'ont pas fait 95%, ils n'ont pas fait 99%. Ils ont cartographié 152 nids, ils ont détruit 152 nids. Il n'y en avait plus. Donc là, c'est de l'éradication. Puis après, tu fermes les ports et tu les surveilles. Il n'y a qu'un port chez eux, l'entrée, donc voilà. Mais on ne peut pas faire ça sur un continent. Hein, voilà. Je vais parler de méthode de contrôle un peu. Il me reste combien de temps de parole? Plus beaucoup, non? Allez, héros. On lui laisse encore... allez, 5 minutes. 5 minutes. On va encore aller vite. Bon, 6 minutes. D'accord. Alors, les méthodes de contrôle, pour faire simple, on va dire qu'il y en a 3 qui fonctionnent. Alors, il y en a qui postulent plus. Hein. Piégeage des fondatrices, on en a parlé. Destruction des nids, on en a parlé aussi. Et tout ce qui est piège d'été autour des ruches, ça, on va en parler. Alors, on a fait une étude dans un projet européen qui va être publié le mois prochain, entre le Nouvelle-Aquitaine, le Pays Basque, c'est pas l'étude que je vous ai montrée tout à l'heure, c'est une autre, coordonnée par nos amis espagnols, et le Portugal, et qui recense un peu les différentes techniques qui sont utilisées par les apiculteurs. Donc là, il y a un peu moins de réponses. Excusez, le tableau il est en anglais, hein, on va le lire ensemble. Queens of Worker Trapping, c'est le piégeage des reines, voilà, donc vous voyez, 90% l'utilisent. Réduction des entrées de ruches, alors ça c'est quelque chose qui est utilisé pratiquement depuis le début, vous savez, on met des grilles à l'entrée des ruches pour empêcher les frelons de rentrer. C'est des petites barres métalliques qui font la taille des abeilles et qui sont trop étroites pour que le frelon rentre. Et on les baisse quand il y a des frelons. Donc ça, c'est utilisé par plus de 50% des apiculteurs. Il y a beaucoup d'apiculteurs qui utilisent le nourrissage artificiel pour que les ruches passent l'hiver, 40%. Nest removal par les apiculteurs, c'est 30%. Alors ce qui est intéressant dans ce travail, c'est qu'il y a beaucoup de variations entre les régions. Donc par exemple, nous, on détruit beaucoup les nids, les Portugais le font beaucoup moins. Par contre, les Portugais nourrissent beaucoup plus leurs ruches, l'artificial feeding, que nous, qui n'est pas une pratique utilisée par certains apiculteurs ici, mais pas par tout le monde. Et vous voyez le dernier petit astérix rouge, c'est les pièges électriques autour des ruches, 15%, et ça on en parlera tout à l'heure, parce que c'est selon moi une méthode super efficace. Les pièges attractifs. Donc ça, on va quand même en parler, il y en a là sur la table. Les pièges attractifs, c'est pas nouveau. Vous voyez les 2 icônes. Donc vous voyez les pièges à puces qu'on trouve dans des brocantes. Hein. Moi, je suis super content quand j'en trouve dans une brocante. Hein, que les gens se mettaient autour du cou pour piéger les puces au 19e siècle. Et oui, sculptées, certaines en ébène, Ah oui, c'est joli en plus. Il paraît que c'était pas trop efficace encore, mais bon. Et surtout en agriculture. Alors en agriculture, nous on est dans une région viticole ici, on sait piéger les insectes en vignoble qui attaquent la vigne, avec le type de piège jaune là, que vous voyez en triangle. Là. Voilà. Dans le Sauternais en 1912, on a un exemple pas d'éradication, mais où on a supprimé les gros ravageurs de la vigne pendant pratiquement 3 ans, en mettant quand même 50 000 pièges attractifs sur toute la région du Sauternais, donc Château d'Yquem, Sud du Hérault, tous ceux qui sont autour. Hein. Des pièges qui étaient vérifiés et nettoyés tous les 3 jours par plus de 100 personnes. Là, ça permet de comprendre un peu la notion de piégeage, le travail que ça générerait. Alors, ça peut être un moyen, comme dit l'Union européenne, d'éradiquer le chômage. Mais enfin, ces gens-là, il faut les payer quand même maintenant. Et les coûts de main-d'œuvre, à cette époque-là, c'était gratuit. Hein. Les gens étaient très peu payés, tandis que maintenant, ça serait un coût de main-d'œuvre qui serait stratosphérique. Donc en fait, on a assez peu d'exemples de contrôle d'éradication avec des pièges en agriculture, sauf dans des territoires isolés. Et ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est pour qu'un piège soit efficace, si on met le piège là,
il va capturer que s'il y a des frelons dans la pièce. Hein. Ils ne vont pas venir de 3 km, sauf si on met des phéromones sexuels. Ce qui est le cas sur le piège jaune que vous voyez. Les phéromones sexuels, ça ne fonctionne que chez les papillons, pour des raisons qui sont chimiques, de la molécule, et du système sensoriel des papillons, qui n'est pas le même que celui... voilà. Donc on sait chez un papillon qu'une phéromone sexuelle qu'on met dans un piège jaune, là, que vous voyez là, voilà, que vous voyez là, on sait que ça peut attirer un papillon à 500 mètres, 1 km, un mâle. Voilà. Donc on fait, vous voyez, une capsule en caoutchouc, ici, qu'une fausse femelle, qu'on imbibe avec de la phéromone de synthèse, que les chimistes fabriquent, à grosse dose, et qui va attirer les mâles à très grande distance. On sait faire ça que sur les papillons, ça ne marche pas sur les insectes sociaux. Ça n'empêche pas quand même qu'il y a des financements, projets de recherche pour essayer de mettre au point des pièges sexuels qui fonctionneraient à distance chez le frelon. L'argent coûte pas cher. Alors, les pièges qu'on utilise, eh ben, on trouve de tout. On en parlait tout à l'heure, hein. Là vous en avez sur la table. Alors là, dans le nouveau plan, on dit qu'il va falloir utiliser celui-là, mais je ne sais pas pourquoi. Sauf qu'il Veto Pharma le vend 8 €, mais enfin par ça... Donc si on regarde, un piège qui est très efficace, c'est celui qu'ils ont utilisé à l'île de Majorque pour éradiquer le frelon, c'est des sardines qui sont suspendues dans les arbres. Enfin, tout le monde n'a pas accès aux sardines, mais enfin quand on est... Ça marche, c'est super efficace. Donc vous suspendez une sardine, vous voyez la photo, là, elle n'est pas truquée. Hein. Là, elle est mise à 9 h le matin. Ça sent bon. Hein. Une sardine fraîche. Elle est mise à 9 h le matin, à 11 h du matin, il n'y a plus de chair, il ne reste plus que les arêtes. Hein. Et ça, c'est des frelons, hein, tout ce que vous voyez. Donc il suffit de mettre un coup de bombe insecticide dessus, puis ensuite décrocher la sardine, la mettre à la poubelle, aucune nuisance pour l'environnement, et efficacité maximum. Ensuite, il y a des pièges comme ça. Alors, on a le couvercle là. Ça, c'est sympa, ça permet de le visser sur une bouteille. Voilà, donc c'est ce qu'on appelle le piège bouteille. Ça, c'est les pièges que nous, on a fait à l'INRA. Vous voyez, à l'INRA, on dit qu'on fait de la science, donc il faut que ça ait un peu un meilleur look. Donc on met de l'acier inoxydable, du verre et tout, ça se lave. C'est ce que l'on a essayé à l'INRA. Voilà. Il faut regarder vers nous. Ouais, bah ouais, c'est pas facile de montrer. Prends le micro. J'ai pas de fil, là, je peux pas le décrocher. Non, c'est vrai. Ok. C'est bon. Donc écoutez, la synthèse de cette diapositive-là, c'est qu'en gros, tout marche. Il y a plein d'attractifs qui marchent et plein de formes de pièges qui marchent. Alors là, en ce moment, il y a toute une campagne qui dit on va préconiser tel piège plutôt qu'un autre, il faut absolument pas utiliser le piège bouteille, etc., etc. Donc moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Voilà. Le piège bouteille, il a un gros mérite, c'est celui-là, c'est qu'il est facile à faire, ça coûte rien, et ça permet aux gens qui n'ont pas envie de dépenser des sous. Ah bah oui, mais bon, les communautés urbaines vont payer. Ah bon, super. L'État va payer les pièges. Ah bon, super. Donc ça, 8 €. Non, 5 €. Ah maintenant il est à 5, quoi, il a baissé. Ouais. Ok, bah, si on en met 10 000, on multiplie par 10 000, voilà, puis 10 000 c'est pas grand chose, ça sert à rien. Voilà. Donc voilà, et tout ça pour... Alors le piégeage des fondatrices, j'ai quand même remarqué qu'on a commencé à le faire dans la Cube bordelaise en 2007, que les populations de frelons n'ont jamais baissé. Alors l'autre fois, il y en a un qui me disait « Oui, mais ça n'est pas mis de piège, ça n'a pas baissé, mais peut-être ça aurait augmenté plus. » Ok, bon, donc on ne sait pas. Voilà, mais bon, est-ce qu'il faut continuer à le faire? Donc moi je dis oui quand même, vous allez dire, mais il y a un petit côté schizo. Non, c'est pas parce que c'est pas super efficace qu'il ne faut pas le faire. Voilà. Et surtout, il ne faut pas démotiver les gens. Donc les gens qui sont motivés, ok, mais on leur permet d'utiliser des outils correctement, des outils qui ne coûtent pas cher. Donc alors par contre, on trouve des pièges qui sont hyper sophistiqués. Donc il y a 3 ans, j'étais à Quimper au Salon de l'Agriculture, il y avait quand même une boîte qui vendait ça aux apiculteurs 35 €. Bah oui. Ça n'a jamais capturé un frelon. Moi j'ai eu des gens qui étaient super contents. Alors qu'est-ce qu'on leur dit à la sortie? Ah, monsieur de l'INRA, il me dit que ça ne marche pas, j'en ai acheté 5. Donc on fait quoi? Bon, bah, on va pas non plus, on n'est pas là non plus pour donner des étoiles aux gens qui vendent des solutions, hein, voilà. Il y en a qui ont pondu ce piège-là. Alors ce qui tourne autour de ça, c'est que les pièges, c'est nuisible à la biodiversité. Ben, tous les pièges sont nuisibles à la biodiversité. Il n'y a aucun piège qui est super sélectif.
On a dit même le piège à phéromones sexuels de papillon, il n'est pas sélectif. Je vous ai montré la photo, je ne sais pas si vous avez vu. En gros, il y a 80% qui sont d'individus capturés, c'est les papillons, et puis il y a quand même des mouches, et des choses comme ça, des chrysopes qui sont capturés. Donc c'est pas sélectif. Donc il faut l'accepter, ou sinon on ne met pas de piège. Si vous mettez un piège dans votre maison, en plus à base de sucre, vous allez capturer plein de choses. Je vous laisse faire l'expérience. Par contre, il faut le mettre aux bons endroits, c'est-à-dire aux endroits où on espère qu'il y a les cibles qu'on veut capturer. Alors, sur cet axiome-là, il y en a qui ont dit, le dessin en bas à droite, on va mettre de la technologie, donc on va mettre des capteurs. Vous savez combien ça coûte un piège comme ça? Oui, bon. La réponse est dans ma question. Donc il y a des capteurs qui, super. Hein. Puis après, il n'y a plus qu'à le mettre sur un drone et à faire voler ça dans la nature. Voilà. Et qui va payer ça? Il y a un moment, il faut arrêter, quoi. Surtout qu'il faut en mettre beaucoup pour espérer une fonctionnalité. Alors maintenant, on va faire un petit couplet sur les appâts. Donc les appâts, on sait maintenant. Hein. C'est des jus de fruits, les frelons. J'ai pas dit dans le cycle, les frelons, les adultes, ils mangent du sucre et les larves mangent des protéines animales. C'est une typicité. Chez les guêpes, c'est pareil. C'est pour ça que les guêpes viennent chercher des morceaux de jambon sur les terrasses, etc. C'est pour leurs larves, c'est pas pour les adultes. Les adultes, ils mangent des fruits ou des jus sucrés. Donc si on veut capturer des adultes, on capture avec des jus sucrés, voilà. Quand ils viennent pour leur consommation, et sinon quand ils viennent pour chercher de la nourriture pour leur larve, on capture avec du poisson, avec de la viande, avec des crevettes, avec des huîtres. Pourquoi je mets des huîtres? Parce que sur le bassin d'Arcachon, on a des densités énormes de nids frelons-asiatiques autour des producteurs d'huîtres. Ils adorent les huîtres. Ils adorent les crevettes aussi. Nous, les pièges qu'on a fait, ça c'est piège INRA. Je ne vous mens pas en disant que ça c'est un jour de capture, sur une zone où il y avait beaucoup de frelons. Donc là, c'est avec de la purée de poisson qu'on fait ça, poisson frais. Le problème, c'est que les pièges à purée de poisson frais en plein été, c'est quand même assez difficile à gérer, quoi. Ça pourrit très vite. Nous, on peut se permettre ça, le piège, on le change 3 fois par jour. Mais bon, c'est pas comme ça qu'on fait de la lutte. Et avec des crevettes, ça marche aussi super bien. Ah, évidemment, vous allez dire que... Et on trouve tout un tas d'appâts commerciaux. J'ai acheté ça, c'est nul. Ah ça m'évite de le dire. Par contre, ce que vous n'avez pas dit, c'est que ça coûte cher. Donc vous achetez 3 filets de poisson. À nous, à l'INRA, c'est bien parce qu'à Saint-Pé-sur-Nivelle, on les avait gratuits. Oui. J'en ai rempli des congélateurs, les filets de truite fraîches. Il ne faut pas mettre les viscères, il ne faut pas mettre la tête, parce que ça, ils n'aiment pas les frelons. Mais avec ça, on capture. Mais, oui. c'est énorme, énorme. Et bon, ça ne coûte pas cher non plus de faire une petite purée de poisson fraîche. Le problème, c'est que, on peut faire ça chez soi, quoi. Voilà. À l'échelle industrielle, c'est un peu plus compliqué. Donc c'est nul, je ne sais pas lequel vous avez acheté, mais oui, c'est nul globalement. Alors je ne sais plus, il y en a un qui vaut 50 € le bidon, je crois, je ne sais plus lequel. Enfin, moi, ça me fait... Chaque fois que je vais chez des fournisseurs de matériel à picoler et tout, moi, ça me fait halluciner. Voilà. Donc, globalement, nous, on a une SO sur Bouliac qui fonctionne bien. On préconise ces 3 types de pièges, c'est pas la peine d'aller plus loin. Celui-là marche très bien, c'est ce piège à guêpe classique, avec une entrée par le dessous. On peut mettre de la confiture de fraises où ils aiment bien, voilà. Celui-là, vous l'avez là, hein. Voilà, très bien. Et le piège bouteille, moi je continue à l'utiliser, maintenant je piège plus beaucoup, voilà. Et pour les appâts, en gros, tout ce que vous mettez qui a du sucre ou qui a des protéines, ça marche. Hein. Alors, il y en a qui rajoutent du vin blanc, il y en a qui mettent de la bière, je ne sais pas pourquoi. Est-ce que le vin blanc évite que les abeilles... Non. Non. On m'a dit ça. Non. Par contre, si vous voulez éviter de capturer des abeilles, il ne faut pas le mettre pendant la floraison des arbres fruitiers. C'est tellement plus simple. Alors, on va capturer quelques abeilles quand même. Quand je dis non, c'est un peu trop. On en capture quelques-unes. Hein. Bon, on verra tout à l'heure sur l'ERP électrique qu'il y a un moment, il faut savoir ce qu'on veut et voilà. En tout cas, ce que je voudrais dire, c'est qu'il n'y a aucune étude scientifique publiée qui compare les différents attractifs ou les différentes formes de pièges. C'est-à-dire, en gros, une étude qui, dans un espace comme ça, met 10 pièges différents et regarde celui qui capture le plus. Aucune. Alors, je sais qu'on est dans un monde où, quand il n'y a pas d'études scientifiques, ça fait pas peur à certains, quoi. Voilà. Donc, que des sociétés mettent au point des pièges et essayent de les vendre, moi j'ai aucun problème contre ça, que par contre des communautés urbaines ou des municipalités ou des ministères ils préconisent un piège et ils le mettent en avant, là je suis plus d'accord.
Voilà. Des effets non intentionnels. Donc le piège-bouteille, comme je vous ai dit tout à l'heure, France Info, là, interdire le piège-bouteille. Et ben moi je continue à l'utiliser, et on continue à l'utiliser, et on est très content avec. Voilà. Par contre, il ne faut pas le mettre n'importe où. Il faut faire attention aux dates auxquelles on le met. Alors le piège-bouteille, ben, vous en avez tous fait, il est simple. Hein, voilà, on prend une bouteille d'eau minérale, on coupe le goulot, on le met à l'envers, ça fait une nasse. Et si on regarde les effets non intentionnels, c'est pas si catastrophique que ce qui est dit par certains. Alors évidemment, selon l'endroit où on est, mais vous voyez quand même qu'avec ce type de piège, on l'a fait plusieurs années de suite, on capture quand même 70-75% de vélutina, de mouches, sur la faune auxiliaire, voilà. Donc une très grosse majorité de vélutina, et on capture beaucoup de mouches. Ça, oui, ça c'est le problème. Mais ce n'est pas des effets qui sont catastrophiques sur la faune auxiliaire. Sur les dates. Donc nous, on capture beaucoup de fondatrices en différents endroits. Ça, c'est sur Bordeaux, en ville. Avec le piège que vous voyez là, qui est une nasse métallique, vous voyez qu'une nasse à belette, je crois. Hein. C'est un monsieur qui est maintenant en retraite, un ancien prof d'informatique à l'université de Bordeaux, qui se passionne pour ça et qui met ça dans son jardin, donc on travaille avec lui, c'est super. Et là, j'ai pris les différentes années de capture chez lui. Donc j'en parle parce que c'est des captures qui sont quand même assez importantes. Hein. Je veux dire, vous voyez, un pic à 40 fondatrices dans son piège. Hein. Et les années, elles sont toutes à peu près similaires, vous voyez. La dynamique, elle est toujours pareille. Selon que la saison commence très tôt, ça commence début février, selon la température, évidemment. Ça monte, ça c'est des fondatrices, et après les fondatrices, elles disparaissent. Et vous voyez que fin avril, on n'a plus de fondatrices. Et si on les laisse, on se remet à capturer derrière. Mais ce n'est pas les fondatrices. On capture les ouvrières qui ont été pondues là, qui ont mis ça pour ce temps-là pour se développer, les 2 mois dont je vous parlais tout à l'heure. Et donc ça, c'est complètement trompeur. Donc ceux qui disent qu'il faut mettre des pièges à fondatrices au mois de mai, ben, ils se trompent. C'est des ouvrières. Et on ne sait pas distinguer une fondatrice d'une ouvrière, sauf si on dissèque et qu'on analyse ses ovaires. La taille, c'est absolument trompeur, et ça ne dit rien. Voilà, mais ce qu'on sait, c'est qu'une fondatrice ne sort plus de son nid à partir du mois de mai. Elle y reste. C'est ses filles, ses ouvrières qui font le travail. Elle n'a plus besoin de sortir. Voilà, donc ça veut dire, ce piégeage, si on veut continuer à le faire, il faut l'encadrer mars, avril. Et fermer les pièges autant que faire se peut pendant la floraison des arbres fruitiers qui attirent les abeilles. C'est la même chose. Il y a plein. Bon. Alors, attends. Je sais pas ce qui se passe, j'ai plus rien. Faut que je relance, non, quoi? Parce que là, mais, la diapo est bloquée. Bon. Bon. La flèche de direction. Non, ça va. Moi, j'ai les diapos qui s'enchaînent, mais celle-là reste à l'écran. Ça veut dire que j'ai dépassé le temps, c'est ça? Dommage. Ben, tu reviens pas dans 3 ans. Bon, bah Ça va d'accord. pas Ça va pas Ah. On va les passer autrement. Est-ce que ça reprend ça? Alors, la destruction des nids. On en parle un petit peu. Ouais. Donc, destruction des nids, il y a plusieurs techniques. Hein. C'est soit, vous connaissez le système de perche télescopique, principe des cannes à pêche qui se déplient, ça fait un tuyau, et on envoie de l'insecticide dedans et on pique dans le nid. Alors, soit on envoie de l'insecticide, soit on envoie de différents biocides. Alors, ce qui est pas mal à la mode en ce moment, c'est la poudre de diatomée. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. C'est une espèce de poudre blanche, c'est des diatomées qui sont très insecticides, qui tuent les insectes. Il y a eu des tentatives à la vapeur d'eau, ça marche pas mal. Donc on injecte dans le nid. Pour ça, il faut le trouver, le nid. Alors,
Quand il est à hauteur, on va dire, d'homme ou sous un abri de jardin, il n'y a aucun problème. On monte avec une échelle, une bombe insecticide à forte pression, à distance, on peut tirer à 10 mètres, ça détruit le nid sans aucun problème. Jusqu'à des hauteurs de 10 mètres, 15 mètres, 10 mètres, hein, les perches télescopiques. Au-dessus de 25 mètres, là, c'est autre chose. Soit il faut des nacelles élévatrices, il n'y en a pas beaucoup qu'en ont, ça coûte cher. Voilà. Et nous, on a eu fait avec des nacelles élévatrices et on monte dedans et avec une perche, une fois qu'on est sur la nacelle. Voilà. Et sinon, ce qu'on développe dans l'association dont je vais parler après, sur Bouliac, puisque donc maintenant on a quand même des années de pratique, hein, depuis 2015, de destruction des nids. Maintenant, on utilise le tir au fusil ou le tir au paintball. Au paintball, voilà. Avec des billes insecticides. Et des drones, non? Hein? Et des drones, non? Utilisation de drones? Bah alors, le problème des drones, alors c'est vrai que ça évolue hein, avec les guerres qu'il y a en ce moment, où maintenant les drones, ils embarquent beaucoup plus de choses. Quand on a commencé ça, il y avait assez peu de drones qui étaient capables d'emmener des quantités respectables. Bon, les drones militaires, on n'y a pas accès. Oui. Avec des petits missiles et tout, on n'y a pas accès. Non. Alors le problème du drone, c'est quand même qu'il faut le piloter, l'envoyer dans le feuillage, etc., etc. Le tir au fusil, ça marchait bien. Sauf que maintenant, il y a quand même pas mal de riverains qui commencent à se plaindre du bruit du fusil et tout, parce que ça se fait à 9-10 heures le soir et tout, même en prévenant, mais c'est redoutablement efficace. Cet assaut, vous voyez, au total, on a détruit quand même en plusieurs années 291 nids. Alors nous, c'était bien parce qu'on en récupère plein pour le labo, mais vous voyez que bon an, mal an, vous voyez, on est sur une destruction d'une quarantaine de nids, trentaine par an, quoi. Donc c'est assez efficace et les gens sont contents. Je fais remarquer que Bouliac, c'est 12 km², hein, donc détruire 30 nids par an sur 12 km², ils sont tous localisés autour de l'église de Bouliac et peut-être que le frelon est... Oui, la sainteté, oui. Je sais pas. L'eau bénite, peut-être. Punaise, on n'a jamais pensé à ça. Oui. Peut-être enlever l'eau bénite des... J'en sortirai celle-là. Voilà. La science, qu'est-ce qu'elle a fait? Je ne sais pas si ça vous intéresse ou si vous voulez poser des questions. Bon, un truc qu'on a fait, je vais en parler parce qu'on est assez fiers de ça à Bordeaux, hein, c'est qu'on a mis sur les frelons, vous voyez sur les photos, des petites balises émettrices. Donc il n'est pas question de mettre des balises GPS comme les gens mettent sous les voitures pour espionner le conjoint, des choses comme ça, ou comme on met sur les colis achats, parce que c'est beaucoup trop gros pour un frelon. Donc on est obligé de prendre des balises radio. Donc on a mis des petites balises radio, et vous voyez l'image au centre picotag au-dessus d'une pièce de monnaie, ça fait 240 mg. Alors ça c'est intéressant parce qu'un frelon il est capable de ramener une abeille entière, c'est-à-dire il est capable de ramener en vol plus de 200, jusqu'à 400 mg sans aucun problème. Donc on les attrape devant une ruche, où ils viennent chercher une abeille, on les empêche de prendre une abeille évidemment, on les réfrigère, pour qu'ils ne piquent pas, et on les équipe avec un petit harnais avec une balise émettrice et on les relâche. Bien, c'est bon. En leur disant tu vas essayer de revenir à ton nid. Et aux surprises, ils reviennent au nid. Alors c'est du boulot, hein, vous voyez qu'il y a toute une tente là, il faut qu'on leur apprenne à voler avant, tout ça. En gros, si on veut faire ça, ça nous prend une après-midi quand même, hein. 2 personnes. Mais ça permet de trouver les nids. Et on a trouvé plein de nids comme ça. Voilà. Alors le problème c'est que c'est toujours pareil, si on voulait trouver tous les nids, parce que pour les détruire il faut les trouver, n'est-ce pas, c'est qui va payer tout ça? Qui va payer tout ça? Alors, bon, comme tu disais dans l'introduction, moi je suis dans le monde de communication chimique, les odeurs chez les insectes et tout, c'est capital, c'est primordial. On a parlé des papillons qui sont attirés par l'odeur de la femelle, etc., etc. Donc tout ça on maîtrise. Donc évidemment, sur les frelons, il y a une piste et on ne sait pas trop quoi faire. Voilà. Donc une phéromone sexuelle, elle existe, elle a été identifiée par les Chinois en 2017, et depuis 2017, aucune application, parce qu'on ne sait pas quoi en faire, et on ne sait pas l'utiliser. En gros, la meilleure solution, ça serait de pulvériser cette phéromone sexuelle à l'intérieur du nid pour mettre la pagaille, mais si on a trouvé le nid, on peut faire plein d'autres choses que de pulvériser de la phéromone sexuelle, ne serait-ce que craquer une allumette, c'est largement aussi efficace. Voilà. On a une phéromone d'alarme dans la glande à venin, donc qui a été identifiée par les Chinois aussi et par nous aussi.
par les Coréens, pardon, et par nous. On a trouvé les mêmes choses, hein, sur les bestioles coréennes et sur les nôtres, donc ça c'est fiable. Et on ne sait pas quoi en faire. On l'a évidemment essayé devant les ruches. Est-ce qu'on pourrait exciter les abeilles avec ça? Ne pas exciter les abeilles, voilà. Donc je passe sur des choses. Je vais quand même faire un couplet, toujours sur l'argent gaspillé. À un moment, on ne sait pas trop d'où ça vient, qui nous dit: ah, mais les Saracénis, les plantes carnivores, capturent les frelons. Capturent aussi les moustiques, les mouches, etc., etc. Donc l'ADEME dit: oh ben, on va mettre plein de sous là-dessus. L'ADEME, il y a toute une polémique, hein, est-ce qu'il faut fermer l'ADEME ou pas? J'ai aucun avis là-dessus, j'ai un petit peu quand même, mais bon. On va mettre plein de sous là-dessus, on va mettre des plantes carnivores partout, qui vont capturer les frelons. J'ai remarqué qu'au Bourgueil, il y a un site plantes carnivores contre les frelons, etc. etc. Ah oui. Ouais, dans la serre. Donc évidemment, ça ne marche pas. Il n'y a aucune publication scientifique qui est sortie là-dessus. Il y a 3 thèses qui ont été lancées, toutes payées sur des fonds publics. Aucune n'a sorti une publication. Donc ça aussi, c'est choquant. Les thèses qui sont faites, enfin, vous connaissez le système universitaire, les thésards qui sortent sans publication, ça veut dire, eux, ils vont dans le mur et ne trouveront jamais un emploi de scientifique. C'est pas possible, c'est pas possible. Et tout le monde laisse faire. Enfin, pas tout le monde, mais bon. Donc récemment, il y a eu un dossier qu'on m'a demandé d'expertiser. Moi, j'ai mis une expertise sur un autre truc un peu fumeux. J'ai mis une expertise négative. On m'a dit: non, mais il faut la thèse, il faut la faire quand même. À ce moment-là, pourquoi vous nous demandez de l'expertiser, quoi? C'est pas la peine. Autre chose à faire. Voilà, il y a des champignons qui tuent les frelons. On a travaillé dessus. Ah, je ne sais pas si ça marche, ça, l'animation. Ah, ben l'image est à l'envers. Donc tournez-vous la tête, faites-vous un torticolis. On infecte des frelons avec ces champignons. 24 heures après l'infection, on les regarde sur des manèges de vol, on les fait tourner. Et qu'est-ce qu'on s'aperçoit? C'est que les frelons qui sont infectés, ils volent 2 fois moins vite et 2 fois moins loin que ceux qui ne sont pas infectés. Donc il y a peut-être quelque chose à faire avec ça. Les virus. Il y a plusieurs équipes de recherche qui ont trouvé que des virus de l'abeille, en particulier le virus qui déforme les ailes des abeilles, eh ben, on le retrouvait chez le frelon. Donc ça, je pense qu'ils vont le payer, les frelons. Ils vont se contaminer. Il y a des araignées qui prédatent les frelons de manière très efficace, vous la voyez. Regardez l'araignée là à droite. On a mis un frelon dans la cage. Regardez en combien de temps il va se faire choper par l'araignée. Pof, voilà, c'est fait. Ramené au nid. Bon, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont phobiques des araignées, donc si on commence à mettre des araignées partout, ça ne va pas fonctionner non plus. Et il y a plus de gens phobiques des araignées que de gens phobiques des frelons. Voilà, voilà. Je vais parler des harpes électriques, parce que ça, c'est un truc qu'on a développé à Bordeaux, on en est assez fiers, et c'est utilisé maintenant par beaucoup d'apiculteurs bordelais. Vous voyez, c'est des cadres qui sont alimentés électriquement, en courant continu. Donc il y a plusieurs manières d'alimenter électriquement sur le terrain, soit des batteries, soit des panneaux solaires, soit les deux. Et on place ça devant les ruches au mois de septembre, octobre, c'est-à-dire quand les ouvrières viennent chasser. Et vous voyez, les images, elles parlent d'elles-mêmes. Donc on met un bac à eau en dessous pour pouvoir les compter. Ceux qui sont électrocutés, qui passent les fils, ils tombent dans l'eau. Les fils sont évidemment réglés à 2,5 cm d'écartement pour pas que les abeilles puissent toucher 2 fils en traversant. Donc on capture très peu d'abeilles, sauf des abeilles qui viennent boire dans les bacs à eau. Alors, ça, on n'a toujours pas réglé le problème. On a essayé de mettre de l'acide, on a essayé de mettre de l'alcool, du vinaigre, du café. Rien ne repousse les abeilles, elles y vont quand même. Et pourquoi on est fiers, c'est qu'on capture beaucoup. Voilà, donc ça c'est la dernière expérimentation qu'on a fait avec ça. Je vous laisse regarder les chiffres. Donc c'est en 2023, on ne l'a pas fait en 2024. Et ça, c'est ce qu'on est en train de publier actuellement. 35 jours de capture, on a capturé 18 000 chasseuses, c'est-à-dire 500 par jour pendant un peu plus d'un mois. C'est énorme. C'est énorme. Vous voyez l'état de... Ça, c'est une capture d'une journée, quoi. Et ça coûte combien, une harpe? Ça coûte, si tu les fabriques toi-même, actuellement dans l'assaut, on les fabrique pour 80 €. Sachant qu'il faut quand même une batterie ou un panneau solaire, donc ça dépend où on l'achète. Ouais. Le fil, qui est de la corde à piano, le cadre en bois. 300. Sinon, on en trouve dans le commerce qui sont toutes faites et qui sont très bien, plus durables en aluminium et beaucoup plus solides à 170 €. Ah oui. 150 €. Bon.
On en trouve... Vous vous rappelez le collègue apiculteur qui sortait du salon avec ses 5 pièces sous le bras qu'il avait payé 35 € pièce? Bon, c'est tout. Il y a beaucoup de produits qui coûtent très cher en apiculture. Hein. Donc une harpe électrique, nous on s'en est fabriqué, ça fait 5 ans qu'on les utilise, bien entretenus, ça va, c'est vite rentabilisé, quoi. En tout cas, ça marche bien. Et alors, ce qui est tout à fait intéressant, parce que donc on l'a testé, on sait mettre les ruches sur des balances électroniques qui communiquent, hein, donc, qui permettent de surveiller l'évolution du poids de la ruche dans le temps. Et donc vous voyez, la courbe bleue, c'est celles qui sont protégées par des harpes, et la courbe jaune, c'est celles qui ne sont pas protégées. Donc si on ne protège pas les ruches, elles perdent du poids, hein, mois de septembre, octobre et tout, jusqu'à s'éteindre. Et puis elles vont mourir l'hiver. Hein. Elles ne font qu'une réserve et tout. Le frelon, il fait le blocus. Donc les butineuses ne sortent plus. Ou si elles sortent, quand elles reviennent, elles se font attraper par les frelons, donc elles ne ramènent pas de nourriture. Et quand on met des harpes, eh ben, on inverse cette tendance. Et vous voyez qu'elles reprennent du poids à peu près 10 jours, 12 jours, 15 jours après qu'on ait mis les harpes. Donc ça, c'est super positif. Par contre, ce que vous voyez aussi, c'est que la courbe bleue ne remonte pas au niveau de la courbe jaune. Ce qui est perdu, c'est perdu hein, en nombre d'ouvrières. Mais quand même, ça permet d'avoir des ruches qui passent l'hiver. Et dans la situation actuelle, c'est, je crois, ce qu'il faut mettre en avant. Voilà. C'est ce qu'il faut mettre en avant. On ne sait pas juguler les populations de frelons. Par contre, il faut absolument soutenir les abeilles l'hiver, pour qu'elles puissent passer l'hiver et ne pas perdre trop de colonies. Et pour l'instant, on sait faire efficacement que ça. Donc les harpes électriques sont maintenant utilisées. Alors en Espagne, au Portugal, c'est maintenant 30-40% des apiculteurs qui les utilisent. Hein. Voilà. Et en France, ça devient populaire aussi. Je voulais faire un dernier couplet, si c'est vraiment la dernière diapo, si on me permet. Une question qui n'est jamais évoquée, c'est que dit la justice? Et alors, je faisais le parallèle entre les processionnaires du pain, chenilles processionnaires du pain, et les nids de frelons asiatiques. Pourquoi? Parce que les deux sont des nuisibles, très gros nuisibles, qui sont en expansion de population et qui fonctionnent en structure nid. Donc si vous avez un nid de processionnaire du pain dans un de vos conifères dans votre jardin, c'est vous qui en êtes responsable. Et on a vu, et c'est sa diapo, que le tribunal de Toulouse est renforcé par la Cour de cassation derrière. Il a puni des gens qui avaient, des producteurs de conifères, qui avaient des nids de processionnaires du pain. Alors, il y a un voisin qui a trouvé malin d'aller gagner de l'argent, mais il a gagné de l'argent. Voilà. Et sur un nid de frelons asiatiques, ça va être pareil. C'est-à-dire, si vous avez un nid de frelons asiatiques sur votre terrain, qui surplombe votre jardin, ben vous êtes responsable de la nuisance qu'il va causer, c'est-à-dire de la réinfestation derrière et des éventuelles piqûres de voisins. Et de toute évidence, puisque maintenant il y a une jurisprudence et il y a des articles de code civil assez récents qui ont été faits, de toute évidence, ça va très fortement évoluer et ça va rajouter un petit peu de l'angoisse à pas mal de gens dans cette affaire-là. Vous allez me dire, mais celui-là, Denis Thierry, il fait une conf et on repart avec de l'angoisse. Voilà. Ben, merci.